Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. On va savoir quelle est la grosse annonce promise par Percy et qui va faire la une de la Gazette du Sorcier aujourd'hui. Et cette annonce, eh bien, elle risque de ne pas plaire à notre trio d'amis. C'est sûr, et d'ailleurs pas seulement eux, parce que c'est bien à Dolores Ombrage que fait référence ce titre de chapitre. Et donc la situation à Poudlard risque bien de s'aggraver davantage. C'est avec notre auditrice Léa qu'on va entamer cette deuxième semaine de cours à l'école de magie. On est ravis de la recevoir à nos micros. Comment ça va, Léa ? Ça va très bien, merci, et vous ? Bah oui, ça va, très bien. Très bien, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'étais en train de boire mon thé. Et pour ceux qui n'ont pas la vidéo, donc ceux qui ne sont pas sur Patreon, on a un petit peu chaud aujourd'hui, bizarrement. Mais rien ne va vous empêcher de passer un bon moment sur ce chapitre 15. Bon, Léa, tu connais la tradition en tant qu'auditrice. On te pose des petites questions pour que les... Un petit interrogatoire. Oh, je dirais pas ça. Copieux, quoique digeste. Ouais. Bah ouais, est-ce que tu peux te présenter, Léa, nous dire d'abord, peut-être commencer par nous informer comment tu as découvert la saga Harry Potter de ton côté. Parce que c'est ça aussi, ça va être le sujet de l'after show. Voilà. Alors moi, j'ai découvert la saga d'un moyen un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé avec les jeux vidéo. J'avais les jeux PC Harry Potter 1, 2, 3, 5 et 6, que j'ai passé mon enfance dessus. Donc j'étais mon enfance sur l'ordinateur avec Harry Potter. Après, bien sûr, j'ai vu les films. Et j'ai lu les livres seulement entre la sortie de Harry Potter 7 partie 1 et Harry Potter 7 partie 2. Tout simplement parce que je n'avais pas la patience d'attendre la sortie, de la deuxième partie d'Harry Potter 7 pour connaître la fin. Je commençais à me faire un peu spoiler dans tous les sens, donc je me suis dit: «Mince, avant d'en savoir plus, je vais lire». Je me suis enfilé, les 7 tomes, entre les 2 films, et puis voilà, depuis, je suis vraiment replongée dans l'univers, au quotidien. D'ailleurs, ma fille aînée, je lui ai donné un petit prénom de la saga. Est-ce que vous voulez essayer de deviner lequel? Lily. Lily, ouais. Non. Mon aînée s'appelle Edwige. Ah, Oh, trop bien. Ah, sympa. Avec le H aussi ou pas? Non, à la française. À la Donc, française, ok. directement E. Bah ouais, Trop mignon. Donc c'est vrai que quand on a reçu ta candidature et que tu nous disais que tu avais découvert par les jeux vidéo que c'était ton média favori, en tout cas le premier, etc., qui est important à tes yeux, c'était pas banal parce que souvent c'est plus les films, hein, les gens de notre génération, et ou les livres, Les livres, mais ouais. rarement les jeux vidéo, c'est vrai. Mais comment ça s'est Mmh. passé? On t'a offert les jeux vidéo et du coup, ça t'a initié à la saga? Ou est-ce que t'avais entendu parler d'Harry Potter et t'as plus été du côté jeux vidéo? Je vais pas te mentir, je m'en souviens plus vraiment de comment c'est arrivé chez moi. Pour moi, ça a toujours fait partie du décor. Je pense que c'est sûrement mes parents qui, c'était le truc du moment, donc comme je commençais à passer du temps sur l'ordinateur, ils l'ont acheté pour que je puisse y jouer, et puis voilà. Non, je me souviens pas de comment c'est arrivé chez moi. Vraiment, c'est Ouais, c'est c'est bête, hein, marrant parce mais que c'est atypique, hein, d'entrer dans la saga par les jeux vidéo. Ouais, carrément. Carrément, c'est vrai. Et du coup, ça sera le sujet de l'after show parce que on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait jamais vraiment fait d'after show sur les jeux vidéo Harry Potter. En partie parce que Marina et moi, on n'est pas forcément des experts en la matière. Alors, on connaît un petit peu les jeux vidéo, mais on avait besoin quand même d'un ou d'une invitée qui nous oriente davantage. Et c'est ton cas, Léa. Donc, oui. voilà. On fera un petit contenu bonus spécial jeux vidéo. On va passer en revue en fait les jeux vidéo qui sont sortis avec la licence Harry Potter. Et puis on va donner un peu notre expérience, notre avis, Nos etc. traumas, Nos traumas peut-être. des épreuves infaisables telles que l'épreuve de Quidditch. Ouais. Ah, j'ai des traumas en stream, moi. Oui, oui, à partager. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as... Alors, du coup, j'ai presque envie de demander, est-ce que tu as un film ou un livre ou un jeu vidéo Ouais, pour le préféré? coup. Alors, en film, ça a longtemps été, Harry Potter 4. Avant que je lise les livres, c'était Harry Potter 4 parce qu'il sortait un peu du lot par rapport aux autres films. À contrario, celui que j'aimais moins bien, c'est toujours le cas, c'est Harry Potter 7 partie 1. Ok. Je le trouve très long, très lent. C'est pas vraiment, limite aujourd'hui, je trouve plus ça agréable de le regarder. Bah, c'est sûr que si t'aimes Heu, le 4,
Pour le coup, c'est rapide, c'est pas lent. C'est ça. Je comprends la DA là, de tes choix en tout cas. C'est vrai que depuis les livres, bah, dans le 4, ils zappent quand même énormément d'éléments et c'est très fâcheux. Non, maintenant, bah, le 1, tout simplement, parce que c'est avec celui-là qu'on découvre l'univers Harry Potter. La première fois qu'on voit le château, on découvre en même temps que Harry et c'est magique. Et Ouais, du coup, jeux vidéo, ouais. en jeu vidéo, Tu jouais sur bah, PC ou sur Game Boy alors j'ai commencé sur PC. Je les avais sur PC. Aujourd'hui, j'ai 2 jeux, j'ai Hogwarts Legacy et Lego sur Switch, également sur PS5 et j'ai toute la saga sur PS2. Ah oui. Une gameuse, hein, Oui, si vous n'avez pas c'était mon compris petit encore. objectif de les avoir en maximum. Et bah, Harry Potter 2, j'aime bien. Même si Ah, aujourd'hui je dirais ouais. que c'est Hogwarts Legacy forcément, Ouais, c'est mais vrai. Ouais. non, Harry Potter 2, c'est toujours mon petit chouchou aussi. Petite nostalgie. Ouais, Ouais. carrément. Oui. Mhm. Ah bah, là, c'est la nostalgie qui a parlé, oui. Est-ce que tu as un personnage préféré aussi? Alors j'en ai pas un, j'en ai 2, c'est Fred et George. Oh! Ah bah, ils seront là dans le chapitre. Oui. D'accord. Ils sont là. Quand les invités nous disent leur personnage préféré, ça arrive souvent que c'est dommage, mais ce personnage n'est pas là, même si c'est pas forcément Mais du coup, le personnage ils ont très été secondaire. préférés grâce aux jeux vidéo. Comme par exemple, tu t'es senti appartenir à une maison avec les jeux vidéo ou pas, ou c'est venu avec les films et les livres? Non, par rapport à la maison, ça, c'est venu après. En fait, ça, pareil, l'idée que moi, je puisse appartenir à une maison, ça m'est pas venu, tout de suite. C'est en lisant les livres. Après, je me suis plutôt identifiée à Luna. Donc je suis une serre d'aigle, ascendant Oh! Gryffondor. Ça va, tu mets tout le monde d'accord là, c'est bon. Ouais. C'est ça. Et non, ça, c'était, plutôt en lisant les livres. Non, Fred et George, dans les films, ça a toujours été un peu les rigolos et moi, j'aime bien les personnages rigolos. Ceux qui sont vraiment là juste pour rire et pour faire rire. Les rigolos de la Sauf classe. sauf à la fin. Voilà, c'est ça. Et bah dans le 5, en tout cas, le tome 5 qu'on est en train de relire actuellement, ils font plaisir, ils font du bien, Fred et Ah George. On là, va beaucoup c'est leur parler d'eux. apothéose, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah c'est cool. On va commencer le chapitre. Eh oui. On va se lever tôt pour faire partie des premiers à mettre la main sur le dernier numéro de la Gazette du Sorcier et pour ne pas rater notre hibou. C'est parti. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 15. La grande inquisitrice de Poudlard. La La grande grande. inquiète. Je me souvenais pas d'avoir pris cet accent. La grande. Alors, dès le matin, nos 3 amis n'ont qu'une hâte, découvrir la fameuse révélation de la Gazette du Sorcier dont Percy a fait la promotion dans son hibou d'hier. Et quand Hermione reçoit son exemplaire au petit déjeuner dans la grande salle, elle bondit littéralement de sa chaise. En une, se trouve une grande photo de Dolores Ombrage, présentée comme la nouvelle grande inquisitrice de Poudlard. Grande. Grande, pas l'inquisitrice, la grande inquisitrice. Hermione lit à voix haute l'article. Ce dernier commence par une interview de ce cher Percy Weasley, tiens, justement, qui affirme que suite aux inquiétudes des parents d'élèves, il est grand temps pour le ministère d'exercer un contrôle total sur la direction désastreuse de l'école. L'article précise que depuis la rentrée, le ministère a en fait établi de nouveaux décrets comme celui qui permet de désigner un professeur si l'actuel directeur n'a pas de candidat disponible. Coucou Ombrage, c'est comme ça qu'elle est arrivée, c'est comme ça qu'on le comprend dans ce chapitre. Et Percy, en parlant d'Ombrage, il note le succès immédiat au sein de l'école qu'elle a obtenu. Je crois que c'est Ron qui s'agace un petit peu de lire ça, on comprend, hein, succès immédiat, on n'aurait pas dit ça. L'interview du frère de Ron ne s'arrête pas là. Il poursuit en disant que cette nomination a pour projet d'améliorer la baisse de niveau à Poudlard. En effet, l'inquisitrice aura le pouvoir d'inspecter ses collègues professeurs. S'ensuit une réaction d'un parent d'élève comme un autre et choisi de manière impartiale. Ce bon vieux Lucius Malfoy, bien sûr. Est-ce que c'est pas lui, l'ensemble des parents d'élèves Oui. au pluriel, qui se plaint de Poudlard? Oui, surtout qu'on sait qu'il est au conseil d'administration, etc. Lucius Malfoy, évidemment lui, qui se dit rassuré, Lucius, de voir Dumbledore davantage contrôlé au vu des décisions pour le moins excentriques qu'il prend pour l'école.
J'ai noté un petit détail. On apprend au passage ici que le manoir des Malfoy, il se situe dans le Wiltshire. En gros, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, quoi. En fait, les Malfoy habitent pas très loin des Weasley, par exemple, ou des Lovegood. Ils sont pas très loin de Londres non plus. En tout cas, ils sont voilà, dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'article fait ensuite une liste des fameuses décisions excentriques de Dumbledore, enfin des soi-disant excentriques. Hein. La nomination du loup-garou Rémus Lupin. Après, hors contexte, ça peut paraître excentrique. Hors contexte. Hors contexte, mais nous, on connaît Rémus Lupin. Bah oui. Et qu'on sait en plus les dispositions qu'a pris Dumbledore avec la potion Tulou, etc. En fait, il ne faisait courir aucun risque aux élèves. Et justement, Et je pense qu'il aurait dû communiquer sur ça, Dumbledore. Ça a peut-être, été c'est son vrai. erreur. Parce que hors contexte, quand t'es parent et t'apprends que alors, on est vraiment dans le monde de la magie, mais quand ton enfant te dit que son professeur est un loup-garou, je pense que l'erreur de Dumbledore, c'est de ne pas avoir communiqué sur les dispositions prises et qui était réellement le professeur. Oui, c'est vrai, parce que en soi, le choix de Dumbledore, il est bon parce que ça va dans le bon sens. C'est pour un peu. Oui, c'est un très bon prof en plus, et puis c'est de l'inclusivité aussi. Oui, puis normaliser en fait la condition de loup-garou, tu vois. Et de montrer aux yeux du monde sorcier que c'est pas parce que t'es loup-garou que tu peux pas avoir quand même un semblant de vie normale. Bah, et les notamment... gens, ils pensent à Greyback, par Ouais, exemple. voilà. Et notamment être professeur de Poudlard, parce que justement, il n'y a pas que des Greyback, quoi, en loup-garou. Mais peut-être, c'est vrai, je sais plus si on avait parlé à notre lecture du tome 3, mais peut-être que, oui. Le truc, c'est que, est-ce que Dumbledore le fait pas en loose day parce qu'il sait que les parents d'élèves vont manifester et vont pas être d'accord si jamais il leur annonce que Mais leur finalement, nouveau ça a prof... donné la même chose. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En soi, c'est la peste ou le choléra. C'est soit il prévient et il risque de toute façon d'avoir des mécontents, soit il prévient pas et si ça fuite, ah bah alors là, c'est l'explosion. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, il est complice, Dumbledore. Enfin, du coup, il est complice d'avoir caché ce secret-là. Mais on peut aussi comprendre les raisons du secret. Parce que sinon, peut-être que Lupin, il aurait pu donner aucun cours, en vérité, quoi. Puis, c'est vrai que la communauté sorcière a pas l'air d'être prête, en fait, à accepter, par exemple, qu'un loup-garou donne des cours à des enfants, quoi. Ouais. Après, je trouve on ne sait pas trop, la place des loups-garous dans la société magique. Est-ce que vraiment ils ont la possibilité d'être vraiment intégrés ou est-ce que c'est quelque chose qui doit vraiment rester secret parce que, ben, est-ce qu'il y a un registre finalement de personnes qui sont loups-garous? On connaît pas vraiment leur place dans cette société. C'est vrai, il y en a peut-être qui arrivent à vivre cachés. En tout cas, de cacher au plus possible leurs conditions de loup-garou. C'est pas impossible, hein, par exemple, le Rémus Lupin, il a caché à la plupart des élèves qu'il était, enfin même la quasi-totalité de l'école, qu'il était un loup-garou. Et personne, à part Hermione qui est super intelligente, mais personne s'en est rendu compte, quoi. Donc il y en a très certainement qui vivent dans le secret. Après, j'ai l'impression, hein, si c'est connu, enfin ton identité de loup-garou est mise à nu, je pense que t'es ostracisé par la communauté sorcière, quoi. La preuve, c'est que quand Lupin il part en mission pour l'Ordre du Phénix, vers la fin de la saga, en fait, on sait qu'il a pour mission d'aller chercher les clans de loups-garous qui vivent entre eux, qui vivent en meute, et que drague Voldemort avec ses mange-morts. Donc, en fait, ils sont à l'écart de la société sorcière. Et après, d'un autre côté, il y a aussi les Greyback Corps qui deviennent hardcore parce que justement, ils sont loups-garous. Mais en fait, il y a un petit peu de plusieurs mouvances, quoi. Il y a des Lupins, il y a des Greyback, et je pense qu'il y en a beaucoup entre les deux, mais qui, je pense, ont du mal à trouver leur place dans la société. L'article parle aussi de Hagrid, hein, qui a été nommé par Dumbledore et qui est un demi-géant. Oh mon Dieu, le scandale. Ou encore Maugrey Folleuil, qui est présenté comme étant un ex-horreur paranoïaque. Bon, là, pour le coup, c'est pas complètement faux, même si l'ironie du truc, c'est que l'article ne mentionne pas que c'était un mange-mort. En prof, en fait. Mais oui, c'est que la réalité, elle est beaucoup plus incroyable que ce qu'ils présentent là, quoi. Ça aurait été bien qu'en fait qu'ils aient le vrai Maugrey Folleuil, ça n'a pas été le cas. Après, est-ce que ça s'est su ça, du grand public? Le fait que, toute l'année, c'était pas le vrai Folleuil? Moi, je crois que ça a été caché, non? Ça a été étouffé, je pense. Je pense que c'est étouffé parce que il faut étouffer le fait que Voldemort est de retour. On n'y croit pas, on est dans le déni. Donc, il n'y a pas pu y avoir un mange-mort infiltré à Poudlard pendant toute une année, quoi. C'est-à-dire que Fudge, quand il apprend ça, en fait, il refuse, au même titre qu'il refuse le retour de Voldemort. Donc, pour lui, la version officielle, c'est Maugrey Folleuil.
Et alors après, pourquoi il revient pas? Il a démissionné, je sais pas, c'est quoi la version officielle, mais, mais ouais, Il est c'est retourné dans sa retraite. ouais. Exactement. Alors, il y a quand même 2 juges du Magen Magot, Griselda Marchbank et Tiberius Ogden, qui ont toutefois démissionné par protestation, c'est mentionné dans l'article. Et l'article se termine par une citation justement de Marchbank. Et du coup, il y a une petite note un peu avec un renvoi vers un article un peu plus loin sur elle, justement, sur Griselda Marchbank, qui l'accuse d'entretenir des liens avec des groupes subversifs de gobelins. Donc, en gros, c'est, voilà, on la cite. Bien décrédibiliser ceux voilà. qui n'ont pas les mêmes opinions. La propagande complètement décomplexée de la Gazette du Sorcier, quoi. C'est à peine masqué, quoi. Petite note sur ces 2 personnages qui sont cités. J'aime bien le name dropping et aller un petit peu fouiner quand on connaît pas trop les noms. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces 2 noms, Griselda Marchbank et Tiberius Ogden? Non. Non? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Griselda, ça me dit vaguement quelque chose, mais je confonds peut-être. Alors, ouais, Griselda Marchbank, c'est plus son nom qui est connu, c'est plus Marchbank, parce qu'en fait, c'est la présidente de l'Académie des examinateurs magiques, et elle va justement examiner des épreuves de buse un peu plus loin dans le livre. Elle fera partie des examinatrices et examinateurs, voilà. Et on va apprendre aussi que c'est une amie de la grand-mère de Neville. Il y a Drago qui va prétendre qu'elle entretient des bons rapports avec son père, mais c'est certainement un mytho. Donc, en fait, cette Marchbank qui est citée dans l'article, on la verra un peu plus tard, quand ça sera le moment des buses. Et Tiberius Ogden, le nom Ogden, ça vous dit rien? C'est un nom qu'on va retrouver plus tard. Le truc, c'est au bout d'un moment, je sais plus où est-ce que Ouais. je les ai lus ou entendus entre, Ouais. entre les jeux, les livres, les films, je sais plus. Alors, le truc qu'on ne sait pas, mais qu'on peut se douter, et qu'on va apprendre plus tard de toute façon, c'est qu'il était présent, lui aussi, je pense, au même titre que Griselda Marchbank, à l'audience disciplinaire de Harry, en tant que membre du Magen Magot. Et ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il informe le professeur Tofty, qui est un autre examinateur des buses, qu'on va voir plus tard dans le tome 5. Et en fait, du coup, ce Tiberius Ogden, il a informé cet examinateur que Harry sait produire un patronus corporel malgré son jeune âge parce qu'il était à l'audience, etc. Et c'est pour ça qu'à son épreuve pratique de défense contre les forces du mal, l'examinateur Tofty va lui demander de le prouver. Est-ce que tu peux vraiment faire un patronus corporel? Et Harry lui montre, et c'est pour ça qu'il obtient la meilleure note. Voilà. Donc ce nom sera recité. Et sinon, le nom Ogden est pas inconnu parce que c'est un nom qu'on va retrouver plus tard. Parce que ce Tiberius Ogden, il est sans doute lié à Bob Ogden. Et Bob Ogden, c'est le chef de la brigade de police magique qui vient à la rencontre des Gunt dans le souvenir de Dumbledore dans le tome 6, rappelez-vous. C'est la personne du ministère qui finalement va sauver Méropée et puis qui va se faire complètement bully par ces foudingues de Gunt. Donc, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Voilà pour le petit rafraîchissement de mémoire. Que tu as trouvé de tête et sans recherche. De tête, Bravo. sans aucune recherche. Bravo. Et d'ailleurs, bravo à Coralie, parmi nos patronus, qui avait capté pour Ogden. Hermione est scandalisée, tout comme Harry, qui regarde d'un air mauvais la cicatrice à sa main. On revient au chapitre par rapport à Dolores Ombrage, grande inquisitrice. Ron, lui, il a un petit sourire. Il a hâte de voir Ombrage inspecter le professeur McGonagall. Est-ce que ça va arriver dans ce chapitre? Peut-être, peut-être pas. On va voir. Les Gryffondors de 5e année commencent par un cours d'histoire de la magie avec le professeur Beans, mais Ombrage n'est pas là. Ni au double cours de potions de Rogue, d'ailleurs. Ce dernier leur rend les devoirs corrigés sur la pierre de lune en se lamentant de la moyenne générale désastreuse. Ceux qui n'obtiennent pas plus que la note D se verront en retenue dès le prochain devoir, comme il l'annonce. Et Une belle méthode d'éducation, oui, d'apprentissage. oui, Menacer les élèves. la menace, oui. Et la peur. Et la note D, c'est précisément la note qu'a obtenue Harry et qu'il tente de cacher aux yeux curieux d'Hermione. Il se concentre de toutes ses forces pour réussir sa potion de force durant le cours et il juge en rendant son flacon à la fin qu'il s'en est pas trop mal sorti. À la sortie du cours de potions, Hermione, qui semble ravie de ses résultats, cuisine un peu Harry et Ron pour tenter de savoir quelles notes ils ont eues. Une fois à table, Ron met fin à son monologue en lui disant d'un air sombre qu'il a eu un P. Et là, il y a Fred, George et Lee, ils sont tous les trois, qui font leur apparition dans la grande salle. Et il y a Fred qui dit, je cite, « C'est très bien un bon vieux P. » Mais P, la lettre,
C'est écrit avec la lettre, pas le P. Hein, Marina? Je comprends. C'est très bien un bon vieux P. P. Ouais. Mais tu penses que c'est fait exprès? Non, je pensais te faire rire. Ok. Ah, ok. Je sais pas, dès lors qu'il y a P, généralement ça te fait rire, mais là, c'est un fail, les amis. Lee explique que justement la lettre P ça signifie piètre et pas P, mais que c'est mieux que D qui veut dire désolant. Et Harry commence à rougir malgré lui. Fred fait la liste des notes dans l'ordre. Alors il y a O pour optimal, E pour effort exceptionnel et A pour acceptable. Ce sont les 3 notes qui permettent de valider une matière. Et ensuite il y a P et D. P et D. Faut pas le dire trop vite. La langue française. Fred précise qu'il milite son frère et lui pour obtenir un E à chaque matière parce que le simple fait de se présenter aux examens constitue en soi un effort exceptionnel pour eux. J'ai bien aimé cette petite phrase de Fred et Georges. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je méritais un effort exceptionnel pour chaque fois que je me présentais en cours de maths et en contrôle de maths. Déjà. Dans cette partie-là, moi, il y a quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'est que Hermione, elle ne semblait pas connaître toutes les notes. Encore une fois, c'est quelque chose que Hermione, qui sait tout, bah ça, les notes, toutes les notes possibles au bus, elle les connaissait pas. Elle allait mettre, elle disait O, A, elle avait oublié justement ce fameux E, c'est pour ça que Fred l'avait souligné. Moi, ce que je m'étais demandé, c'est au début de l'année, ils ont pas une présentation des buses avec, bah, voilà, on leur dit: «La fin de l'année, vous avez les buses, vous allez avoir tant d'examens, vous serez notés comme si». Ils ont pas ça? Oui, Bah, c'est vrai. apparemment, ouais, non, ils ont pas eu de présentation des notes. T'as Mm. raison de le remarquer, mais des fois, ça sert un peu l'histoire que Hermione soit un peu naïve ou qu'elle sache pas tout, quoi. Ça permet aussi, bah là, typiquement, d'informer le lecteur quelles sont les notes, parce que ça va revenir plus tard quand ils passeront leur bus, quoi. Donc, en gros, c'est soit Hermione qui informe le lecteur, mais j'ai l'impression que l'autrice, elle aime bien aussi que ce soit pas tout le temps Hermione qui lance les infos, et donc, du coup, il faut la rendre peut-être, parfois, bah, faut faire en sorte qu'elle sache pas tout, même si c'est pas forcément logique, c'est vrai. Georges ajoute qu'il y a encore une note pour ceux qui touchent le fond. C'est la lettre T. Hermione, inquiète, demande ce que ça signifie. Et Georges lui répond que ça veut dire troll dans l'hilarité générale. Finalement, on saura vraiment jamais si cette lettre existe ou pas. Je pense que c'est un troll, du coup, de la part de Fred et Georges. Enfin, plutôt de Georges, là, en l'occurrence. Mais voilà. À voir ce qu'on en fait de ça. Petite question où on sort de la saga, mais c'était quoi votre rapport aux notes durant votre scolarité? Parce que là, on voit par exemple, il y a les examens qui approchent et donc du coup, ils sont à fond. Hein. Oh, c'est quoi cette note-là? Il faut avoir quelle note? Enfin voilà, ça fait partie un peu de l'obsession d'un élève de base. Vous, c'était quoi? Les notes, c'était important? Vous étiez bon élève et vous faisiez le maximum pour avoir la meilleure note possible? Ou c'était dans la moyenne, ou c'était pas terrible? Moi, ça m'a jamais. Par exemple, en primaire et tout, j'avais d'excellentes notes. Ça s'est dégradé au collège, lycée. Mes parents m'ont jamais mis la pression pour avoir des excellentes notes. Ouais. De travailler, certes, mais j'ai jamais eu la pression de la part de mes parents. Je me suis mis la pression dans mes études supérieures, en revanche. Ouais. Je me la suis mise toute seule, mais sinon, non, ça va. Scolarité moyenne. J'ai détesté le collège. Je pense que ce qui a fait que j'étais moyenne au collège aussi, c'est parce que l'ambiance me plaisait pas du tout et j'avais trop mal au ventre chaque matin à l'idée d'y aller. Ouais. Donc voilà. Et vous? Moi, c'était plus ou moins ça aussi, moyen sur, tout du long. J'ai des troubles de l'attention qui n'étaient pas à l'époque pris en charge comme ça l'est aujourd'hui. Donc autant dire qu'un élève qui a des troubles de l'attention, pour un professeur, c'est juste un élève qui en a rien à faire ou juste il est nul et puis c'est tout, on passe à autre chose. Je subissais du harcèlement scolaire aussi, donc pareil, l'école, j'y allais à reculons. Donc non, très, très moyen, et je subissais un petit peu enfin subir, c'est un grand mot, mais j'avais la pression de mes parents pour amener des bonnes notes à l'école. Bon, ça m'a pas aidé non plus, hein. Ouais, Mais ouais. mais non, c'est vrai que moi les notes,
Bah, moi, je me dis, maintenant que je suis maman, comment je vais réagir si mes filles ramènent des notes moyennes ou mauvaises à la maison? Est-ce que j'ai vraiment envie de leur en tenir rigueur, sachant que je sais très bien que, bah, quand ça nous plaît pas, quoi. Si ça nous intéresse pas, bah, non, ça rentre pas, ça veut pas. Par contre, quand c'est intéressant, ah bah là, ça va tout seul. Le système de notation, c'est un peu désuet aussi. Enfin, Ça a changé mettre en maintenant, je compé crois. Hein. je crois C'est que dans plus. certaines écoles, ça a changé. Ouais, Tes enfants ont encore des notes comme nous sur 20 et tout? Non, pour l'instant, elles sont en maternelle, donc ça reste du, acquis en cours d'acquisition et pas ouais, acquis. ouais, ouais. Mais même ça, voilà, je préfère, j'aime bien cette idée de acquis en cours d'acquisition Ouais, et non acquis. Mmh. Voilà, ça reste vague sans être trop précis. Des notes en soi, mais ça met la pression parce que quand on veut faire des études supérieures, ben, s'il y a pas, par exemple, en maths ou en sciences, un minimum de moyenne générale, ben, ça passe pas. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais une formation pour devenir technicienne informatique. Bah, je sais que j'aurais pas pu normalement, en grande généralité, pour passer dans ce métier-là, faut faire l'école d'ingé, tout ça. Bah, je sais que je serais restée à la porte de l'école d'ingé. J'y serais jamais rentrée, j'avais pas les notes pour. Pourtant, l'informatique, c'est mon truc, je sais ce que j'y fais. Mais bah, voilà, malheureusement, je suis pas douée en maths, donc ça ne m'a pas ouais. aidée. Et non, non, c'est le système scolaire se base absolument dessus, donc il faut faire avec, même si, ben, ça passe pas. Ouais, c'est dur de passer à côté d'une forme de notation. J'ai l'impression quand même, alors je sais pas si ça s'est généralisé, mais maintenant il y a plus forcément ce recours, systématique, Ça à la dépend des établissements peut-être. ouais, à la note sur 20. Parce que nous, c'était ça, hein. Enfin, moi, j'ai eu que des notes sur 20 et c'était tout le temps ça. Alors peut-être, aujourd'hui, il existe plus d'alternatives et par contre, tu as raison, Léa, de parler de la pression des parents aussi. Parce que moi, c'est un peu mon ressenti à moi. Moi, j'ai toujours été bon élève pour le coup, j'avais pas trop de difficultés à l'école. Pour ça, j'avais, assez de chance. Mais par contre, je me suis rendu compte avec le recul que je rapportais des bonnes notes pour faire plaisir à mes parents. Il y avait un truc un peu comme ça et que la pression des parents était réelle derrière. J'ai déjà pleuré parce que je ramenais un 13 et que j'avais peur de la réaction de ma mère. Enfin voilà, il y a tout un truc où c'est ce genre de schéma que, effectivement, en tant que parent, après, tu veux pas répéter, ça c'est évident parce que c'est mettre une pression pour rien aux enfants. Et ça aide pas l'enfant à évoluer, à comprendre ses erreurs et de Ouais. pourquoi, et en plus un 13, c'est Oui, en pas plus, ouais. catastrophique. Non, Ouais, ouais, c'est avec du Moi, recul, je me j'étais suis dit, contente, c'est hein, fou. d'un 13. Ouais, oui, moi c'est aussi. ça. Elle aurait pété un câble avec moi, ta mère. Moi, je ramenais Oui. des 5-6 en maths, hein. Ouais, ouais, la pression, elle était importante, elle était pas forcément bien placée. Enfin voilà, il faut plus motiver et soutenir ses enfants plutôt que leur mettre la pression. Mais voilà, c'était aussi l'époque, c'était aussi, et ça m'a pas empêché de quand même plus ou moins réussir. Donc voilà. Mais par contre, il y a, Ça t'a peut-être donné ton petit côté perfectionniste et oui, 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 oui. voilà, Mais eu quelques conséquences sur ta personnalité, disons. alors dans Harry Potter, on parle pas trop de la pression des parents parce que les parents sont absents. Par Bah, et Harry exemple, Potter n'a pas de parents. non, mais dans la saga Harry Potter, c'est horrible ça. Mais, mais par Si, il y a exemple, Molly. ouais, il y a Molly, mais oui, c'est vrai. Molly, elle met la pression Oui, quand c'est même, vrai, hein, vous pour avez avoir raison. une belle carrière et tout, surtout au ministère. Oui, c'est vrai, en plus, ils reçoivent les notes quand ils sont à la maison, justement, durant l'été. Oui, c'est vrai, il y a Molly, c'est vrai. Mais je pense à Hermione, par exemple, où on a très peu de background sur ses parents et elle se met une pression énorme pour avoir des bonnes notes et même pour être la meilleure de la classe. Et on ne sait pas trop si elle le fait pour elle ou si aussi il y a ses parents derrière, mais on a l'impression quand même qu'elle le fait pour elle. Mm. Voilà. Moi, Euh, je la vois comme, une fille unique qui veut être à la hauteur de ses parents. Ses 2 parents sont dentistes, donc je pense qu'ils étaient pas mauvais élèves non plus. ouais, Et elle me donne l'impression de vouloir être, digne d'eux. ouais, ouais, Ah, Pas mais c'est forcément qu'ils leur mettent bien. la pression, mais d'elle-même, elle se met la pression toute seule, je pense, à mon avis. ouais, pourquoi pas, hein. De toute façon, il peut y avoir aussi une raison familiale à ça, ouais. Mm. Ou alors, des fois, ça vient aussi du caractère de l'enfant. Pour Hermione, on sait pas trop. Par contre, il y a un truc qu'on a dans la saga Harry Potter et là dans le chapitre, c'est la pression de la classe. Et c'est Rogue, hein, en excellent pédagogue, comme d'habitude, qui parle de la moyenne générale, qui est lamentable, etc. On a tous eu des profs, hein, qui nous disent à chaque fois, vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Enfin voilà, on connaît, J'ai honte de vous. on a tous eu des Rogues dans notre scolarité. Peut-être que vous en Et avez aujourd'hui, force à vous. les fameux, le moment où ils distribuent des copies et soit ils disent haut les notes ou alors: «Je Ouais. vais distribuer dans l'ordre croissant» et tu pas envie Mm, d'être mm. le premier vers qui vient. Alors, j'espère que les méthodes d'enseignement
évolué quand même avec le temps, mais moi, j'ai eu beaucoup de profs qui étaient quand même, disons-le, hein, assez mauvais. Ou aussi, par exemple, les méthodes à la pression. Oui, t'afficher devant tout le monde, parler de tes erreurs, pourquoi t'es nul. J'ai eu des profs qui ont dit que de toute façon, dans la vie, j'y arriverai jamais à rien. Ouais. Ils l'ont dit dans mon dos aussi à certains élèves quand ils ont appris que j'allais à la fac. Enfin, il y a des choses qui m'est revenues aux oreilles. C'était de l'acharnement. Et le truc, c'est que, ouais, par exemple, j'ai connu l'époque, alors pourtant, je suis pas si vieille, quand un prof était un peu contre nous et tout. Moi, j'ai reçu, avant, on avait des cahiers de texte, on notait les présences-absences, où je me faisais taper la tête avec ces gros cahiers de texte et on me lançait des craies et tout ça dessus, les professeurs. Hein. Et ouais. Où on me tenait par la queue de cheval pour me mettre au coin aussi. Et oui. Qu'aujourd'hui, ça, c'est des choses qui ne sont plus acceptées. Et j'ai Autant, 34 ans. je voudrais pas être si vieille. professeur. Hein. Voilà. Ouais. Je voudrais pas être prof professeur. aujourd'hui. Ah non, Mais, force à tous les profs. Hein. Force à tous les profs, les bons profs, les autres, remettez-vous, changez de carrière et arrêtez de faire les élèves. Hein. Ouais. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pareil, hein, pour expérience de maman, les comportements de professeurs sont très surveillés. Oui, Nous, nos enfants, on nous rapportent tout ce qui se passe dans la journée. Et moi, je sais que s'il y a quelque chose qui se passe mal, tout de suite, j'en parle. Bon, là, c'est en maternelle, hein, mais j'en parle à la maîtresse. On essaie de discuter, de trouver une solution au problème. Où je leur dis, là, j'ai ma petite dernière. Sa maîtresse a tendance à l'appeler bébé Cadom parce que c'est la plus jeune de sa classe. Je lui dis, mais le truc, c'est qu'Astrid, elle déteste se faire appeler bébé, en fait. Ah ouais, Elle aime pas, elle veut pas. Ouais. Je sais que c'est pas méchant, mais faut pas, elle veut pas se faire appeler bébé Cadom. Donc, mais aujourd'hui, les parents sont beaucoup sur les professeurs. Il y en a beaucoup qui partent en burn-out, non pas par le comportement des élèves, mais par le retour des parents. Oui, on a des amis qui sont profs et oui aussi, on a. C'est d'autres problématiques aujourd'hui. Mais après, dans les années 90, pour le coup, on cachait à nos parents le fait que les profs, parfois, nous maltraitaient parce qu'on avait peur de se faire engueuler par nos parents, en fait. Double peine. Les parents des années 90 allaient pas défendre leurs enfants. Ils partaient du principe que le professeur avait raison et que si on avait été puni, c'était normal. Ouais. C'était justifié. Alors que, par exemple, moi, je me faisais bully par mes profs alors que j'étais ultra timide. Je parlais jamais. Enfin bref, voilà, je vais pas faire ma séance de thérapie dans le podcast. On va retourner au chapitre. Non, mais comme on nous dit sur Patreon, en fait, c'est dommage que l'école devienne traumatique et qu'il y a beaucoup de souvenirs traumatiques autour de cette expérience de l'école. Il y a le collège qui revient beaucoup. Tu as parlé de harcèlement, Léa, etc. Et c'est vrai que ça il faut arrêter ces cycles-là. Mais après, au niveau de la note, de la notation, c'est vrai que tu peux pas passer à côté de ça non plus. Il y a un moment que tu aies une note. Là, moi, le truc, par exemple, qui m'a toujours choqué, je sais pas si ça existe. Non, pas une note. Une évaluation de une notation. Tes connaissances. Mais il faut bien, parce que en fait, il y a un moment, si tu passes un diplôme, il y a bien un moment où à un seuil tu le passes et un seuil tu le passes pas parce que t'as pas le niveau acquis, tu vois. Oui, mais une évolution et pas dire t'as 6, t'es nul. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais le truc aussi, moi, alors je sais pas si ça existe toujours, que c'est aussi généralisé, un truc avec du recul que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque bulletin qu'on recevait, on avait la moyenne de la classe et ton classement où tu te situais dans la classe. Et ça, si ça existe toujours, ça doit s'arrêter. Oui, ouais. En fait, ce qui compte, c'est nous et les efforts et en fait le travail qu'on fournit pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes facilités, le contexte familial. Il y a plein de choses. Mais arrêtez de se comparer en continu aux autres, quoi. Et en fait, ça, je me souviens de ça à l'école. En fait, ça faisait partie de notre scolarité, notre quotidien. C'est ta place dans la liste de l'école, dans le classement de ta classe. Et ça, c'est juste pas possible. Enfin, la motivation d'être le premier de la classe, quoi. Enfin, et puis, ça devenait même une insulte, t'es le premier de la classe. Enfin, et parfois, il y a tout un problème autour de ça pour moi. La chute peut être dure pour les premiers de la classe quand on les encense un peu au collège-lycée et qu'ils arrivent à la fac. Là, les vraies choses commencent et ça se passe pas du tout comme au collège-lycée, quoi. Et la chute est dure. Et Laura, qui est prof au collège, nous dit que maintenant, c'est des compétences pour évaluer avec des couleurs rouge, jaune et vert. Ouais, j'en avais entendu parler. Donc, ça a changé. Rouge, jaune et vert. Ouais, c'est des couleurs, ouais. Il y a des couleurs. Yeah, ça date d'il y a longtemps. Alors, je pense que rouge, c'est pas très bien. Et que vert, c'est plutôt bien. Bon, retour à Poudlard. Ouais. Allez. La discussion au déjeuner s'oriente vers Ombrage. Les 7e années, donc avec Fred, Georges et Lee, eux, ils ont eu une inspection lors de leur cours de sortilège et en fait, elle s'est contentée, Ombrage, de prendre des notes au fond de la classe.
En même temps, Flitwick a un très bon niveau de réussite et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, comme ils se disent. En tout cas, George demande à Harry de garder son calme avec Ombrage, parce qu'autrement, il craint qu'Angelina ne s'en remette pas s'il rate encore une séance d'entraînement. Petit teasing encore là. Mhm. Harry n'a d'ailleurs pas besoin d'attendre son dernier cours de la journée de défense contre les forces du mal pour rencontrer Ombrage. Alors que les 5e années s'installent dans la classe feutrée du professeur Trelawney après le déjeuner, le vieux crapaud passe à son tour par la trappe. Elle salue le professeur Trelawney, lui demandant si elle a bien reçu son petit mot, et cette dernière se contente d'un hochement de tête en distribuant les livres. Ombrage, elle, saisit un fauteuil et elle s'installe juste à côté d'elle avec son bloc-notes. J'aurais été de Beans, excuse-moi. Genre, Rogue, il sait qu'il se fait pas inspecter parce qu'il est pas dans le viseur du ministère. Et Beans, je pense qu'il s'en fout, mais moi, j'aurais été là, genre, attends, je suis pas dans le viseur parce que je suis trop ennuyée. De quoi ? Parce que Rogue, il est pas inspecté parce qu'il est pas dans le viseur du ministère, en fait. Bah, je crois qu'il finit quand même par être inspecté parce qu'elle Ah va oui inspecter tous les profs. Ah oui, ouais, oui, oui. Ah ouais, je me rappelle plus. Mais Beans, tu sais, il se dit pas, Ah c'est oui. parce que je suis ennuyée, tu sais, elle veut pas s'endormir. Bah, le professeur Vince, ouais. Ouais, je sais pas s'il est inspecté. Elle a même la flemme, en fait. Elle a pas le courage. Parce que ce qui serait intéressant avec le professeur Bean, c'est qu'elle lui demande la question, ça fait combien de temps que vous enseignez ? Et lui, il lui sort une date improbable. Ça fait très longtemps qu'il est là. En même temps, Beans, je sais même pas s'il est conscient des choses qui se passent à Poudlard. Il est souvent décrit comme faisant sa vie, ses cours, machinalement. Donc je pense il doit même pas capter qu'il y a Ombrage, qu'il y a cette histoire de grande inquisitrice. Pour lui, déjà, je me souviens dans le 2, parce que dans le 2, c'est Beans qui est interrogé par Hermione sur la chambre des secrets. Et il était déjà impressionné que waouh, un élève prend la parole Oui, pendant oui. son cours. Voilà, limite, ça l'a réveillé, ça l'a ressuscité. Et il était là en mode ah, je donne le cours à des vrais élèves en fait. Ah, j'ai oublié quoi. Il y a des gens devant moi. C'est ça. Mais effectivement, Rogue il se fait inspecter lui aussi. Ombrage lui fait même la remarque, dis donc, vous êtes professeur de potions, mais vous avez postulé d'abord pour défense contre les forces Ah du oui, mal. c'est vrai, ouais. Et là, c'est exact. Oui, tu vois, il y a ça. Oui, c'est vrai, Et j'avais puis, oublié. de toute façon, Sirius, il est pas en connivence totale avec Ombrage, hein, faut pas croire ça. Sirius Rogue. Severus Sérieux Rogue, pardon. Oui, Severus Rogue. Sirius, encore moins. Severus, il est pas. Non, mais pas avec Ombrage. Moi, le ministère, il s'en fout un peu de Rogue, en fait. Ah, quoique. Je pense pas. Je pense pas vu parce qu'ils savent que. que c'est un ancien mange-mort. Oui, et puis rappelle-toi, quand Fudge, à la fin du 4, il croit pas le récit de Dumbledore et de Harry. Ah non, c'est à la fin du 3, pardon. À la fin du 3, il y a Fudge à Poudlard, et Rogue, il pète un câble sur Sirius Black, qui s'est échappé, etc. Et Fudge, il est là, mais c'est qui ce malade et tout, machin. Donc, je suis pas sûr que Fudge, il ait une bonne opinion de Severus Rogue. Hein. Et puis, oui, effectivement, de pas se passer de mange-mort aussi. Hein. Les mains légèrement tremblantes, Trelawney annonce qu'ils vont poursuivre l'étude des rêves prémonitoires en binôme. Au bout d'un moment, Ombrage se lève et elle commence à se balader dans la salle de classe. Harry, qui fait équipe avec Ron, lui demande de vite penser à un rêve au cas où Ombrage vienne dans leur direction. Mais tous deux sont à court d'idées. Alors Harry invente et la première idée qui lui vient en tête, c'est qu'il a rêvé qu'il noyait Rogue dans son chaudron. Bah justement, tiens. Ron se marre et suit alors les indications données dans l'oracle des rêves. Il faut additionner son âge et la date du rêve, puis ajouter le nombre de lettres du sujet du rêve. Ça n'a aucun sens. Ron cherche à bien respecter les règles, mais Harry, trop occupé à surveiller Ombrage, lui dit que peu importe, il peut mettre n'importe quoi s'il veut. C'est une matière qui vous aurait plu, ça, la divination à Poudlard. Là, interpréter les rêves, est-ce que ça vous parle, ça vous intéresse ou pas du tout ? Vous serez une Hermione. C'est une sorte de cours de récréation. Avec un bon prof, je dis pas. Avec Ouais. Trelawney, ça aurait été très long. Ouais. Mais avec Firenze, oui. Ouais, c'est vrai qu'avec Firenze, c'est un peu plus cool, peut-être. Et toi ? Oui. Moi, non, je pense que j'aurais été une Hermione sur ce coup-là. C'est vraiment pas une matière que. Ah, mais tu penses j'aurais pas ça gardé. comme une matière récréation ? Bah, pas vraiment, parce que tu t'endors, c'est un peu la sieste, ce cours. C'est pas si amusant que ça, en vrai. C'est très répétitif. Et puis, il y a le truc où là, on a un petit peu de détails sur comment t'interprètes les rêves, même quand t'es sorcier. Et là, les indications de l'oracle des rêves, ça fait pas rêver, quoi. C'est des espèces de calculs un peu nébuleux. Même si la divination, attention, existe. Elle est bien réelle dans le monde des sorciers. Enfin, même Trelawney qui
on peut penser que c'est une fraude, elle fait des vraies prédictions. Elle est donc, réelle, mais rare. Voilà, ouais. Très aléatoire. Oui, c'est Mm. ça. Ombrage demande bientôt à Trelawney depuis combien de temps elle occupe ce poste, et cette dernière lui répond que ça fait 16 ans. C'est le professeur Dumbledore qui l'a nommée à l'époque. La grande inquisitrice lui demande alors si elle est bien l'arrière petite-fille de la célèbre voyante Cassandra Trelawney, ce que Trelawney confirme avec fierté. C'est sa petite fillette. Petit mot, petite recherche sur Cassandra Trelawney. Est-ce que vous avez une petite idée d'où ça peut venir ce prénom Cassandra? Parce que je vous le donne en mille, c'est pas un hasard qu'elle s'appelle Cassandra. Il n'y a pas un mythe avec Cassandre, non? Ouais, Mais j'ai pas le mythe en tête. tu l'as pas? Il y a un Ouais. film d'ailleurs qui s'appelle comme ça. Alors en fait, c'est pas un hasard que ce soit une voyante, parce que dans la mythologie grecque, Cassandre, elle a le don de prophétie, justement. C'est la fille de Priam, le roi de Troie et d'Écube. Voilà, pour ceux qui seraient dans la mythologie grecque. Et là, attention quand même, parce que c'est intéressant la mythologie grecque. Petite alerte mascu-toxique de la mythologie. Ah bah ça, dans la mythologie, entre les incestes, les meurtres et compagnie. Je vous raconte l'histoire quand même. C'est le dieu Apollon lui-même qui lui offre le don de lire l'avenir en échange de la promesse de s'offrir à lui. Voilà. Tu veux devenir voyante? Ok, mais tu viens dans mon lit en fait. Voilà. Et donc, elle fait cette promesse, mais finalement, elle refuse, elle revient sur sa promesse. Donc, il fait en sorte que ses prédictions ne soient jamais crues, même de sa famille. Voilà. Alors, il y a une autre variante à cette histoire, mais je sais pas laquelle est la mieux. La variante, c'est que, en fait, Apollon, il aurait tenté de la séduire en lui offrant le pouvoir de voyance. Et comme sa tactique de drague, elle prend pas, enfin, dans tous les cas, elle finit pas avec lui, et il lui lance une malédiction, si bien que voilà, ses prédictions, en fait, ne s'avèrent jamais vraies. Donc, à vous de choisir, voilà, entre bonnet blanc et blanc bonnet. Compliqué la mythologie avec le consentement, la liberté de choisir. Ouais. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'elle reprend par ce prénom le mythe de Cassandre et puis le fait qu'elle a une malédiction sur elle, que même si elle a eu ce don de voyance, elle peut pas vraiment... Enfin, il fonctionne plus vraiment à cause de cette dite malédiction. Et on peut voir, petit dernier clin d'œil, à ceux qui ont peut-être eu la chance de visiter le nouveau parc Epic Universe à Orlando, eh bien, on voit Cassandra Trelawney. C'est intéressant parce que des fois, ils ont été piochés un peu dans le canon pour habiller le parc et le land de Harry Potter. Elle a un portrait animé dans une vitrine d'une boutique d'antiquité sur la place cachée dans le land Harry Potter qui reproduit le Paris sorcier des années 20. Voilà, on peut voir Cassandra Trelawney. Ombrage revient sur cette histoire d'ancêtre célèbre, justement, cette fameuse Cassandre. Enfin, elle s'appelle Cassandra dans le texte. Si elle se trompe pas, Trelawney, c'est la première dans la famille à avoir ce don de double vue, non? Et Trelawney répond maladroitement qu'il n'est pas rare que le don de voyance saute plusieurs générations. Alors Ombrage décide de passer à la pratique. Elle demande à Trelawney de lui faire une prédiction, tout de suite maintenant, pour vérifier. Ça fait penser un peu ah, toi t'es comique, vas-y fais-moi rire pour voir. Ouais, c'est ça un peu. Ouais. Vas-y fais une blague, vas-y. Sur commande, ouais. Ouais. La majorité des élèves suivent maintenant la discussion entre les deux sorcières. La professeure de divination se scandalise. Le troisième œil ne voit pas sur commande, voyons, c'est ce qu'elle dit. Ombrage, elle dit qu'elle comprend avant de noter quelque chose sur son bloc-notes. C'est alors que Trelawney se lance dans une prédiction mystique à peine forcée, en affirmant qu'une très grave menace plane sur elle et qu'elle est en très grand danger. Mais Ombrage ne semble pas impressionné du tout. Alors là, c'est toujours un peu l'ambiguïté de Trelawney, parce que même si on se dit, elle joue la comédie pour faire une prédiction, et comme elle lance toujours ce truc-là, voilà. Mais en vrai, c'est pas complètement faux. Oui, mais bon, c'est un peu prévisible qu'il va lui arriver des broutilles. Hein. Elle est détestée de tout le monde. Elle joue un peu l'espion du ministère dans un moment un peu sombre. Bon. Ouais. C'est comme dire à Harry Potter, tu cours un grand danger, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer après. Oui. Elle va le répéter. Est-ce que dans notre vie à tous, au bout d'un moment, on ne vit pas tous un grand danger? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est comme dire, toi, tu vas manger. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça, le truc de l'horoscope et des prédictions aussi, c'est souvent, en fait, ils prédisent quelque chose de très large.
en fait, que tu peux interpréter selon les événements de ta vie Ouais. et faire croire que du coup, ça marche. Puis là, en l'occurrence, de s'en prendre toujours à Harry sur ses prédictions désastreuses, C'est un peu simple. c'est le mode facile aussi, parce qu'il a des facteurs aggravants, Mm. le pauvre. Après un silence, Ombrage se détourne en regrettant à voix haute que Trelawney ne puisse pas faire mieux. Alors j'aime bien cette citation à propos des garçons de Harry et Ron qui assistent à la scène. Je cite: tous deux savaient que le professeur Trelawney n'était qu'une vieille farceuse, mais ils éprouvaient par ailleurs une telle aversion pour Ombrage qu'ils se sentaient entièrement de son côté. Une autre façon de dire que les ennemis de tes ennemis sont tes amis, en gros, quoi. C'est-à-dire Ouais, que... puis elle est pas méchante, Trelawney, en vrai. Ouais, non, c'est vrai. Oh, elle est paumée, mais Ouais, en fait, on avait déjà dit, mais elle manque de confiance en elle. Elle est très insécure comme professeur. Et finalement, ça lui donne un côté charlatan, mais qui est pas forcément vrai pour son cas, parce que elle fait des vraies prophéties. Ouais, mais Elle, elle force. elle C'est force ça, le le trait problème. alors qu'elle n'aurait pas besoin de le faire. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. Le ton du professeur Trelawney est plus brusque que la normale quand elle vient ensuite à la rencontre de Harry et Ron pour jeter un œil à leur journal des rêves. Mais comme à son habitude, elle interprète ceux de Harry comme des signes de mort atroces et éminentes, ce qui fait redescendre Trelawney dans l'estime de Harry à son niveau normal, en fait, on va dire. Quoi. Les pauvres enchaînent ensuite directement avec un cours de défense contre les forces du mal. Ils en ont donc pas fini avec le professeur Ombrage. En s'installant, Harry et Ron racontent à Hermione, qui revient de son cours d'arithmancie, ce qu'il s'est passé en divination. Puis Ombrage commence son cours en demandant inutilement aux élèves de ranger leurs baguettes et de lire en silence le chapitre 2 de leur ouvrage, chapitre qui s'intitule « Les théories de défense les plus communes et leurs dérivés ». Déprimé, Harry se prépare à lire quand il remarque qu'Hermione lève la main à nouveau. Ombrage, qui a retenu la leçon du premier cours, opte pour une nouvelle tactique cette fois. Plutôt que de l'ignorer avant de lui donner la parole en public, elle vient directement à sa rencontre pour lui demander ce qu'il y a. Hermione explique qu'elle a déjà lu le chapitre 2. Et en fait, elle a déjà lu tout le livre. Ombrage, surprise, décide alors de la tester. Très bien, si elle a vraiment lu tout le livre, alors elle peut lui expliquer ce qu'Esquifdure dit des contre-maléfices du chapitre 15. Hermione répond du tac au tac que l'auteur dit que le terme de contre-maléfice est improprement utilisé par les sorciers qui cherchent à rendre plus acceptable leur propre maléfice. Ombrage lève les sourcils en ne parvenant pas à dissimuler sa surprise face à l'érudite Hermione. Hermione ajoute au passage qu'elle n'est pas d'accord avec ce que raconte Esquifdure. Elle pense que les maléfices peuvent être utiles pour se défendre. Ombrage, qui là cette fois ne murmure plus du tout sous l'effet de la colère, rétorque à voix haute que seule l'opinion de Monsieur Esquifdure importe dans cette classe, puis elle retourne à son bureau avant d'annoncer qu'elle enlève 5 points un Gryffondor. La classe proteste et Harry demande pourquoi faire ça, alors qu'Hermione lui demande discrètement de ne pas s'en mêler. Les sorciers, ils ont souvent des noms en rapport avec ce Ouais. qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, etc. Et du coup, je me demande quel nom on aurait, nous, en rapport avec nos vies. Esquifdure, il est pas mal celui-là. quand même. On l'avait déjà dit, lui il a le pompon lui. ça vaudra toujours pas long du bas. Même si celui-là, finalement, est-ce que ça définit vraiment Ouais, c'est trop Neville? bizarre. Peut-être que oui, Je mais vais pas aller Surtout- vérifier perso. Surtout qu'au départ, on parle quand même d'un très jeune garçon. oui, c'est ça. Un peu bizarre celui-là. Longbottom. Après, bottom, est-ce que c'est pas les fesses aussi, non? oui, c'est ça. le derrière. C'est long du derrière. Ouais. Oui, long du. C'est vrai que long du bas, c'est oui, un peu plus ambigu en français, sans doute. Sacré Jean-François Ménard, sacré JF. Ombrage précise qu'Hermione a perturbé son cours avec, je cite, ses interruptions intempestives. Et donc c'est pour ça qu'elle lui a enlevé 5 points. Elle est ici pour leur apprendre une méthode approuvée par les grands sorciers du ministère et qu'ils peuvent donc garder leur opinion insignifiante de petits élèves qui ne connaissent rien. En gros, c'est ça. Hein. Et là, gros trigger warning, mauvais prof. On a parlé des bons et des mauvais profs tout à On l'heure. va pas se faire des potes chez les profs, là. Là, attention, warning, mauvais prof. Ne pas prendre en considération quand même ce que peuvent apporter les élèves eux-mêmes dans un cours. Et donc, du coup, Ombrage, elle voit le fait d'apprendre que comme un apprentissage à sens unique, quoi. C'est elle qui sait mieux que tout le monde. Elle, la grande, qui apprend aux élèves et au secours, quoi. Enfin, si c'est ça, c'est ta vision de l'apprentissage et de la pédagogie, help.
Mais est-ce qu'on est surpris de la part d'Ombrage? Pas vraiment. C'est cohérent avec Non. la personnalité. Alors peut-être que leurs précédents professeurs dans cette matière ont donné trop de crédit à ce qu'ils pensaient. C'est toujours Ombrage qui parle, évidemment. Mais aucun d'entre eux n'aurait de toute façon passé avec succès son inspection vigoureuse. Sauf peut-être, elle précise, le professeur Quirrell, qui lui au moins se limitait à des sujets d'études adaptés à leur âge. Et là, Harry, c'est la goutte de trop. Il peut plus se retenir. Il répond que bah oui, c'est sûr, le professeur Quirrell était génial, tout ce qu'on veut. Son seul petit défaut, peut-être, si je puis me permettre, en tout bien tout honneur, et en fait, il avait Lord Voldemort derrière la tête, quoi. Le professeur Quirrell. Je m'énerve en même temps que Harry. Ouais. Un énorme silence plane alors dans la salle de classe avant qu'Ombrage dise avec un sourire de crapaud: je crois qu'une autre semaine de retenue vous ferait le plus grand bien, Monsieur Potter. Alors, on est d'accord quand même que elle sait à propos de Quirrell. On a parlé de Maugrey Folleuil. Maugrey Folleuil, ça a été étouffé, mais Quirrell, ça n'a pas été étouffé, cette histoire. Ah, Comme on si. dit dans le 1, toute l'école a été au courant de ce qui s'est passé entre Harry et Quirrell. Qui voulait voler la pierre philosophale, mais pas qu'il avait Voldemort derrière la tête. Vous pensez? Ah bah oui, sinon la rumeur du retour de Voldemort aurait fait le tour de l'école et du monde des sorciers depuis longtemps. Je pense. Ils le savent pour sa mort, ça c'est sûr, parce que de toute façon, Oui, il est oui, oui, mort, il pour fallait sa bien mort, le oui. justifier. Ouais. Maintenant, moi j'imagine bien, voilà, comment justifier la mort de Quirrell. Eh ben, il voulait la pierre philosophale, chose protégée par Poudlard et les professeurs. Il s'est fait prendre dans les épreuves, malheureusement Ouais, pour c'est lui. ça. Mm. Et je pense que c'est ça, mais de toute façon, Ombrage, ça, ça lui ça lui passe au-dessus de la tête. Ouais, ça aurait du sens parce que sinon, elle tient vraiment des propos pro-Voldemort de manière décomplexée. Et Ouais, je non, pense c'est pas que que ça ça a soit. été Ouais. étouffé en fait. Ah ouais. C'est ça qui est fascinant avec Ombrage, c'est qu'elle est très proche des idées de Voldemort, mais elle est pas de son côté, hein. Non, elle est pas de son côté. Non. Elle est pas de son ça, j'ai mis du temps à l'enregistrer, à me dire: «Mais mince, mais Ombrage, elle est pas c'est pas une mange-mort, c'est pas En une fait, adepte de Voldemort». elle est Mais adepte elle en d'elle-même. a oui, bah, c'est déjà trop. Et que d'elle-même. Ouais, et puis le truc de, tu vois, par exemple, donner une retenue à Harry parce que il affirme que Quirrell avait Voldemort derrière la tête. Je pense que dans la maladie mentale de Ombrage, elle pense vraiment que c'est pas vrai. Enfin, parce que en fait, en gros, Voldemort, ça fait des années qu'il a disparu et Harry, il est encore en train de mentir, quoi. C'est pas vrai. Il a pas affronté Voldemort en première année et ce qui irait dans le sens de, effectivement, ça n'a pas été rendu public. C'est pas su, ou en tout cas, c'est pas validé par la communauté sorcière que effectivement Voldemort a déjà tenté de revenir plusieurs fois, quoi. En vrai, j'aimerais. Oh là là, oh, j'ai trouvé pour ton live le synopsis de la prochaine fanfiction à écrire. Ah oui. Une rencontre entre Ombrage et Voldemort. Et Ombrage qui soumet un peu Voldemort, tu vois. Qui lui répond et qui en gros, mais calme-toi, loser et tout. Est-ce qu'elle donnerait pas du fil à retordre à Voldemort? J'aimerais beaucoup lire ça. Après, en puissance magique, il y a aucun débat, évidemment, mais oui, oui. Ouais, non, je sais pas, ça serait marrant à lire. Donc du coup, après ce problème de gestion des émotions d'Harry, on le retrouve le lendemain matin avec une plaie sanguinolente après une énième retenue avec Ombrage. On rappelle que la retenue consiste à écrire la phrase autant de fois que possible « je ne dois pas mentir », mais pas à la manière de nos lignes d'écriture telles qu'on les connaît. Non, la plume avec laquelle Harry doit écrire inscrit la phrase au plus profond de sa chair. Malgré la douleur, Harry refuse de donner satisfaction à Ombrage en montrant sa souffrance. Lors de la 2e semaine de retenue, Harry subit une 2e punition, entre guillemets, celle prédite par George. Ouais. Ça arrive quand Harry s'apprête à rejoindre la table des Gryffondors pour le petit déjeuner dans la grande salle. C'est alors qu'Angelina lui fonce dessus. La colère de sa capitaine est telle qu'elle amène Voldemort. Elle invoque Voldemort, il s'occupe de son cas, fin de l'histoire. Qu'elle amène McGonagall à stopper son petit déjeuner pour venir vers eux. La directrice de maison est outrée qu'Angelina puisse hurler comme ça dans la grande salle et lui retire 5 points à Gryffondor. Angelina justifie son accès de colère à sa professeure en expliquant que son attrapeur, je cite, s'est encore arrangé pour être en retenue. Ouais. Elle est un peu comme Dubois, elle est devenue un peu fanatique le Quidditch avant tout. Genre, on n'annule pas le Quidditch. Elle est un peu comme ça, Angelina.
Quand Harry apprend au professeur McGonagall que c'est à nouveau Ombrage qui lui a infligé une retenue, McGonagall lui avait pourtant bien conseillé de garder son calme face à Ombrage, sinon il s'exposait à de gros ennuis. Et comme si la retenue n'était pas suffisante, la directrice de la maison Gryffondor enlève encore 5 points à Harry. Et là, Harry explose, il est persuadé qu'elle est injuste. Pourquoi enlever en tout 10 points à Gryffondor ? Il estime déjà qu'il a été puni, mais McGonagall assume sa décision. Pour elle, il doit apprendre à se contrôler, puisque les retenues ne semblent avoir aucun effet sur lui. Alors Harry se met en colère parce qu'il est déjà assez puni comme ça, mais en même temps, il dénonce pas Ombrage. Si jamais il expliquait à McGonagall en quoi consistaient les retenues, je pense qu'elle agirait en fait. Oui. En plus, les retenues, c'est l'histoire ancienne à Poudlard. McGonagall, elle est pas au courant. Et oui, c'est ça. Il s'énerve contre Ni Dumbledore. McGonagall d'être Enfin, injuste, ouais. mais elle peut pas deviner ce qui se passe réellement. Non, mais là où je trouve McGonagall quand même pertinente, alors oui, forcément, elle sait pas, ça, parce que voilà, elle a pas cette info. Mais là où je la trouve pertinente, c'est quand même d'enlever des points à Harry, parce que c'est dur, certes. Harry, il trouve que c'est injuste, mais elle a raison quand elle dit, mais en fait, les conseils que je vous donne, ça marche pas. Et puis gère tes émotions, parce que tout le monde subit Ombrage en fait. Les professeurs, les élèves, tout le monde subit cette situation. Et pourtant, je pense que tout le monde essaye de trouver une solution, mais il voit bien qu'en fait, ces accès de colère et lui sortir la vérité, ça fait pas avancer les choses en fait. Moi, je comprends les deux camps, en fait. Je comprends que Harry pète un câble, parce que ça touche tellement quelque chose d'intime, de personnel et de cruel dans son histoire que c'est difficile de te retenir tes émotions quand quelqu'un dit que le meurtrier de tes parents, non, il n'est pas de retour, non, tu l'as pas affronté, non, t'es qu'un menteur. Je peux comprendre qu'il perde la raison. Et en même temps, je comprends McGonagall aussi, qui est, elle, plus dans une stratégie un peu politique, où ça y est, le ministère a infiltré Poudlard. Maintenant, il faut essayer de se comporter de la manière la plus opaque possible, quoi. Mais ça, le truc de pas gérer ses émotions et défendre à tout prix ses idées, c'est quelque chose que moi j'avais à l'âge d'Harry et même très jeune en étant étudiante, où quand en face de moi j'avais quelqu'un qui n'avait pas les mêmes idées ou qui sortait des trucs ignobles, je contrôlais pas mes émotions comme Harry. Et en étant plus adulte maintenant, je comprends que maintenant... Je les contrôle toujours pas. C'est ça que t'allais dire. C'est encore pire qu'avant. Parfois, suivant mon état mental. Mais maintenant, je me dis que de toute façon, certaines personnes, c'est pas en ne maîtrisant pas nos émotions qu'on arrivera à faire changer les choses, en fait, et qu'il faut agir d'une manière plus intelligente et parfois prendre sur soi, mais du coup, faire des actions qui auront plus d'impact. Mais ça, on le comprend avec le temps, en fait. Oui. Si on est du point de vue de Harry, on rappelle qu'Harry, c'est quand même déjà, c'est un orphelin, qu'il est mis en foyer chez son oncle et sa tante qu'il déteste. Là, cet été-là, en l'occurrence, il a été chez eux tout l'été sans nouvelles de ses amis qui pensaient qu'il avait abandonné. Retour à Poudlard, le seul endroit où il se sent bien, et ben, on lui colle Ombrage sur le dos qui lui pourrit. Là, c'est que la 2e semaine de cours et déjà, c'est encore un enfer. Je pense que Harry a besoin de voir un psy. Ah bah C'est urgent. clairement, c'est sûr. Il devrait y avoir un psy à Poudlard. Non, mais nous, on fait une cagnotte avec Marina depuis le début de la fréquence. Pourquoi pour moi m'emmener voir un psy? Non, on a un litchi pour Harry. Oui. Non, Harry, si on serait chez les Moldus, Harry, c'est un cas psy quand même costaud. Et la protection de l'enfance aurait dû agir. Pour avoir travaillé avec la protection de l'enfance, des fois, c'est pas me forcer, c'est mieux que pire. Ouais. On commence à connaître un peu aussi. On envoie des balles à tout le monde. Ah ouais, l'ASE, l'éducation Tout le monde prend tarif nationale. Vous prenez tous tarif. Ouais, je dis pas que c'est le cas pour tous, hein, mais moi j'ai notamment travaillé avec des enfants plus en difficulté et ben ouais, c'est vrai que le système n'aide pas toujours non plus. Après, chacun fait comme il peut. Mais là, c'est vrai que dans le cas d'Harry, lui reprocher ses explosions émotionnelles, c'est un peu ni queue ni tête parce que de toute façon, il a un trop-plein et il a personne à qui l'exprimer vu que la psychologie, visiblement, ça n'existe pas dans le monde des sorciers. Non. Il avait quelqu'un à qui pouvoir en parler, voilà, notamment un psy ou autre, hein, parce que même Ron et Hermione, ils le disent eux-mêmes, ils en ont marre que Harry pète un plomb avec eux. C'est un truc qu'on dit beaucoup dans notre lecture du tome 5, c'est que Harry a jamais été vraiment un personnage populaire, surtout par nous quand on était jeunes,
et qu'on découvrait l'histoire à plus ou moins au même âge. Et qu'aujourd'hui, dans notre lecture en tant qu'adulte, on a un tout autre point de vue sur Harry. C'est remarquable sur le 5, et je pense que ça va nous suivre jusqu'à la fin, parce qu'on se rend compte avec du recul de tous ces traumatismes. Et effectivement, là, en fait, l'injustice de McGonagall, c'est pas de lui enlever des points, mais c'est peut-être de pas assez se mettre à sa place, ou en tout cas de masquer l'empathie qu'elle peut avoir avec Harry. Je pense qu'elle masque l'empathie qu'elle a volontairement. Je pense que c'est une stratégie de Oui, sa elle a un part. problème aussi avec montrer ses émotions. Oui, McGonagall. elle le fait, mais je pense qu'au fond d'elle, elle comprend, elle compatit que le fait que Harry n'arrive pas à gérer ses émotions contre Ombrage tellement que ça touche quelque chose de traumatique chez lui, quoi. Ouais. Elle donne l'impression de n'avoir jamais trop su comment faire avec Harry. Est-ce qu'elle doit elle veut Oui, elle pas cherche. elle veut pas trop se montrer maternelle, Ouais. mais elle veut pas être trop dure avec lui parce qu'elle sait ce qu'il a vécu et elle veut pas le détruire plus qu'il l'est déjà. Bah, en fait, c'est ça, je pense que c'est compliqué en tant que prof quand on est face à des élèves en difficulté, soit familiale ou au sein de l'école. C'est que lui venir en aide, mais toujours avec un mur, puisque tu es prof. Ouais, elle a une grosse carapace, McGonagall. Ouais, tu peux pas te permettre d'être trop maternelle ou paternelle avec l'élève, en fait. Donc, c'est hyper dur. On vous invite, alors je crois qu'on avait fait un after show, sinon on vous invite à lire tout l'article qui avait été écrit par J.K. Rowling sur l'histoire de Minerva McGonagall, parce qu'on apprend de par son passé qu'elle a aussi une énorme carapace sentimentale de par l'histoire d'amour de sa vie. Enfin, ça explique beaucoup de choses aussi dans son rapport à l'éducation, pourquoi elle est stricte, pourquoi elle a du mal à sortir de ce personnage. Et puis, je vais pas faire de généralité, mais elle a pas d'enfant. Non, Moi, par mais exemple, c'est expliqué aussi. je pourquoi. prends mon cas, par exemple, on n'a pas d'enfant. Je saurais pas faire face à un enfant avec des difficultés émotionnelles. Des fois, je suis pas à l'aise avec les enfants. Donc. Je te rassure Marina, même quand on a des enfants, on se dit qu'on pourrait pas, moi je suis toujours pas à l'aise. Avec mes enfants, bien sûr, ça va très bien. Mais quand je suis face à un enfant qui a besoin de plus d'attention, de plus de patience, plus d'écoute, je suis désolée, je veux que faire de plus? Ouais. Il y a pas de mode d'emploi de toute façon. Ouais, c'est comme, ça. Ouais. souvent quand il y a un enfant difficile à l'école notamment, on va dire c'est la faute des parents, c'est l'éducation. Même des fois les parents, ils ont beau tout faire, l'enfant, bah, Oui, il est dur, il est difficile, c'est comme ça en fait parfois, et chacun fait ce qu'il peut. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on disait balle perdue pour tout le monde. Évidemment, c'est pour la blague. Hein. Bah oui, bien sûr, bien sûr. oui. On met pas tout le monde dans le même panier. Évidemment, il n'y a que des cas particuliers. Et t'en as un beau de cas particulier. Ah, moi, j'avoue. Thérapie. Que tu ne veux pas faire. Ouh, balle perdue. Si, je l'ai fait. Ça s'appelle Fréquence 9-3-4. Ça Chaque s'appelle semaine. Live Twitch. Ça s'appelle, voilà. Et il vous parle pendant 3 heures, c'est sa thérapie. Donc Harry n'est pas seul à subir la colère de McGonagall, puisqu'Angelina a prié à l'avenir de calmer ses accès de colère également, sous peine de perdre son cher poste de capitaine. Harry, ce jour-là, n'a pas gagné le respect de sa capitaine, justement. Ouais. Après avoir rejoint Ron sur le banc, Harry est en colère. Il se fait torturer à chaque retenue, mais il fait perdre des points à sa maison en plus de tout ça. C'est tellement injuste. Mais encore une fois, Harry mon chou, si tu le dis pas à McGonagall, elle ne peut pas le deviner. J'aurais Aussi. bien aimé voir sa réaction à McGonagall, si elle Oui. l'avait su. Hein. Mais oui. Ron, comme d'habitude, se place du côté d'Harry pour le conforter dans ses idées, mais Hermione reste étrangement silencieuse en lisant la Gazette du Sorcier. Harry devine qu'elle est d'accord avec McGonagall. Effectivement, elle pense que la directrice a raison de lui demander de garder son calme face à Ombrage, même si elle aurait préféré qu'elle n'enlève pas de points supplémentaires. Harry décide alors de ne pas adresser la parole à Hermione pendant tout le cours de sortilège. Mais par la suite, il oublie de bouder Hermione en entrant dans la salle de cours de sortilège lorsqu'il voit Ombrage dans un coin de la classe muni d'un bloc-notes. Et c'est pas sortilège, c'est métamorphose. Oui, c'est Métamorphose, évidemment, c'est pour McGonagall. Là, on a deux versions un peu de l'amitié. Avec... Oui. On a Ron qui est un peu le bon pote en mode je te soutiens, peu importe, soutien émotionnel. Ouais, c'est clair, c'est trop injuste, t'as raison, Harry. Enfin, en gros, le pote, t'as raison, je suis avec toi. Et puis, on a le pote, un peu la pote en l'occurrence avec Hermione qui est un peu plus rationnel en mode ouais, je trouve ça dommage, mais en même temps, voilà, et qui rentre déjà dans un débat. Toi, par exemple, t'es plutôt Ron, niveau amitié, et moi, je suis plutôt Hermione.
Ouais, mais des fois, tu me reproches d'être un peu Hermione, par exemple. De trop rationaliser, de trop... Non, voilà. parce qu'Hermione, elle dit la vérité. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense et elle dit ce qui est vrai, généralement. Ouais. Mais toi, en fait, c'est comme la plupart... Alors, je dénonce. Hein. Oui, Comme certains j'aurais pas dû, en hommes, fait, faire une pause comme ça. en On passe fait- à la suite, Non, le mais cours je de vous dis, métamorphose. Une petite digression. Parfois, on aime juste se plaindre de la journée. Par Voilà, exemple, de ouais. sa collègue comptable Chantal, qui t'a saoulé toute la semaine. Balle perdue au Chantal. Désolée pour les Chantal. Force au Chantal. Au comptable, pas désolée. Mais bon, j'ai connu des comptables assez compliqués. Donc, ok. Enfin bref. Et parfois, on veut juste vider son sac sur nos collègues. Et Jérémy, lui, il va essayer d'être l'avocat du diable et comprendre Chantal. Pourquoi Chantal, elle t'a fait chier Je toute suis la semaine? empathique. Mais t'as pas envie qu'on ait de oui, l'empathie mais- pour Chantal. J'ai fait des améliorations. Et Des fois, j'ai juste besoin que tu m'écoutes et tu es d'accord. Oh, ma pauvre, machin. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je le fais de plus en plus. C'est vrai. Parce que ça énerve encore plus. Je suis de plus en plus Ron dans cette scène. Et un peu moins Hermione. Voilà. Voilà. Oui, mais, Choisissez votre team. oui, mais parfois, on veut quand même la vérité. Oui, bon, là, après, c'est compliqué. Hein. Bah Non. Il faut que tu arrives à discerner quand est-ce qu'il faut être Ron et quand Voilà. est-ce qu'il faut être Hermione. ou à toi de dire, C'est pas compliqué. je préfère une réaction à la Ron ou je préfère une réaction à la Hermione. Voilà. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Parfois, on veut juste se plaindre et tout. Oui, de- c'est vrai. C'est de ce important d'être parfois l'épaule juste pour voilà, conforter la personne et, ou la tape sur l'épaule en mode t'as Oui, grave mais en raison. même temps, et t'as voilà. dit quoi à Chantal pour qu'elle réagisse comme ça? En même temps, Chantal, elle est débordée de son boulot ou dans sa famille. Bah non, en fait, t'as pas envie. En plus, Ron Désolée pour les Chantal, hein, j'ai Ah. rien contre Chantal. En plus, Ron le fait vraiment sincèrement, c'est-à-dire qu'il fait pas l'hypocrite. Enfin, je pense qu'il est vraiment du côté de Harry en plus, donc c'est sans ça où c'est vraiment le bon pote qui va te soutenir, peu importe la raison. Justement, alors que Chantal, la professeure... Non, je plaisante. Alors que la professeure de métamorphose, désolée pour toutes les Chantal, rentre dans sa classe, elle ignore totalement Ombrage et commence son cours en demandant aux élèves de distribuer les copies des devoirs corrigés et de sortir les boîtes de souris pour le cours. Devant son ignorance, Ombrage tousse. Oh, tu le fais bien. Je sais pas si c'est un compliment ou pas. Pour demander à McGonagall si elle avait bien reçu sa petite note qui indique la date et l'heure de son inspection. Mais elle n'a pas le temps de finir sa phrase que McGonagall précise que bien sûr, sinon elle serait étonnée de sa présence. Et là j'ai noté Slay Queen. Oh non! Non! T'as gâché mon slay! Non mais McGonagall, c'est la... Attention, goat moment. Hein, Elle continue en annonçant l'objet du cours d'aujourd'hui, le sortilège de disparition. Et d'ailleurs, le modèle du sortilège de disparition, ça va être Ombrage. C'est technique qu'elle fasse ça. Ah, ça aurait été incroyable. Ouais. Regardez, pour un vertébré, c'est plus difficile. Vous voyez Ombrage là-bas, et hop là, disparu. À nouveau, elle a interrompu par un alors que plutôt McGonagall a conseillé à Harry de garder son calme. Cette dernière fait remarquer à Ombrage, avec une colère froide, que l'inspection va s'avérer compliquée si elle l'interrompt à chaque fois. Ce qui ne va pas échapper à Harry, et ça le réconcilie avec McGonagall. Oui, il oublie Ouais. la précédente altercation. Visiblement, Ombrage n'a pas apprécié le commentaire et se met à écrire énergiquement dans son calepin. J'aimerais bien, pardon, je te coupe tout le temps, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle écrit là depuis le début dans son calepin. Elle écrit nerveusement quand elle est pas contente, mais elle écrit quoi, tu vois J'aimerais bien savoir. La professeure continue en expliquant aux élèves que le sort de disparition sur une souris est complexe. Le fait que ce soit un mammifère oppose une résistance. Il faut alors bien se concentrer. Ombrage a l'intelligence de ne pas suivre McGonagall comme elle l'avait fait avec Trelawney, mais noircit bien son carnet dans le coin de la classe. Mais malgré tout, à la fin du cours, Ombrage questionne la professeure de métamorphose sur la durée de sa carrière à Poudlard. Et on apprend que cela fait 39 ans qu'elle enseigne. Sur ce, l'inquisitrice lui précise qu'elle recevra sous peu les résultats de l'inspection. McGonagall s'envoie ravie. En sortant, Harry lui sourit et jura qu'elle lui avait rendu. Oui, le sourire. Ouais. Oui, le sourire. Petite note, petite anecdote sur les 39 ans qui sont indiqués par McGonagall. C'est grâce à ce passage que ça a pu être prouvé vraiment dans le canon que c'est impossible que McGonagall soit professeur de métamorphose dans le flashback qu'on voit dans les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, je crois. Non, les Crimes de Grindelwald.
c'est absolument impossible parce que c'est écrit noir sur blanc que ça fait 39 ans qu'elle Oui, mais il qu'elle n'est pas dit que c'est Minerva McGonagall, la prof. Ah non. Arrêtez avec ça. On a entendu cet argument, c'est le pire ever. ça serait genre du fan service, mais hypocrite. Ça serait horrible. Évidemment que c'est Minerva McGonagall. En vrai, je m'en fous, je veux pas défendre les animaux fantastiques, c'était Non, nul. non, Même non. le premier. Non, pas le premier. Tous. Moi, j'avais bien aimé et non, quand j'avais vu McGonagall, moi, je m'étais pas dit que c'était Minerva, mais Ah. Ah ouais, sa mais grand-mère, j'en sais rien, mais c'est moi, ça m'était forcément pas venu à elle. l'esprit que c'était Minerva. Je savais très bien que Dumbledore, lui, il était là, mais lui, de toute façon, il a Oui. 300 Oui. ans, le gars, donc Ah non, mais c'est forcément elle. C'est forcément elle. D'ailleurs, on voit Minerva dans Hogwarts Legacy. Non, je rigole. Non, mais attends, non, on en parlera dans l'after show. Mais j'ai une question sur Dumbledore dans Hogwarts Legacy. Mais on en parlera dans l'after show. Ah, on voit Je Dumbledore. pense savoir laquelle et j'ai peut-être une réponse. Ok. On voit Dumbledore. Mais on en parlera dans l'after show, mais ouais. Non, mais attends, dis-moi oui ou non, on le voit? Non, Ah non, on est d'accord. mais on aurait dû. Harry se dit qu'il n'aurait pas à revoir Ombrage avant la retenue de ce soir. Mais malheureusement, il se trompe. Parce qu'en soin aux créatures magiques, cours partagé avec les Serpentards, ce qui n'arrange rien, Ombrage est encore là, carnet en main, et cette fois, elle cherche des infos sur l'absence d'Hagrid. Elle pose des questions un peu vicieuses à Gobe Blanche, j'arrive pas à le dire. Mais celle-ci reste loyale. Elle se contente de dire qu'elle remplace Hagrid à la demande de Dumbledore. Point. Pas plus. Ombrage décide d'utiliser une autre méthode d'inspection. Elle décide d'interroger les élèves sur leurs connaissances sur les créatures magiques. Et malheureusement pour Ombrage, ils font honneur à l'enseignement d'Hagrid. Mais évidemment, Ombrage n'est pas satisfaite des réponses des élèves, ni des réponses de Gobe Blanche, sur les compétences en matière de direction de Dumbledore notamment. Mais elle sait très bien comment obtenir un avis négatif. La blessure de Malfoy, avec l'hippogriffe. Et ce dernier prend un malin plaisir à salir la réputation d'Hagrid. Et là, Harry ne peut pas s'empêcher de réagir évidemment. Il défend Hagrid et Bug bien entendu, et bim, nouvelle retenue. C'est cumul comme aux États-Unis de peine. Ayant obtenu ce qu'elle voulait, Ombrage met fin à son inspection. Peut-être cette remarque qu'il aurait pu éviter sur Malfoy, parce qu'il sait que Drago Malfoy, Mais oui, il fait tout le temps ça. et elle l'a ça- provoqué, Ombrage a cherché Oui. à provoquer. Et là, ça n'a pas de lien avec Voldemort. C'est vrai que là, il aurait pu. Là, il était le pantin d'Ombrage. Ouais. Le soir, Harry ressort encore avec la main en sang, à tel point que le foulard qui lui sert de bandage est couvert de sang. Harry s'attend à trouver la salle commune vide, mais cette fois, Ron et Hermione l'attendent. Et Hermione a une idée géniale. Elle a préparé une concoction de tentacules de Murlap. Du coup, j'ai été sur le wiki Harry Potter. Les tentacules de Murlap sont une excroissance ressemblant à une anémone de mer placée sur le dos donc de la créature qui s'appelle le Murlap, qui ressemble à un rat. Ça a l'air très sympa. Qu'on voit dans les Animaux Fantastiques, d'ailleurs. Ah bon? Ouais, il y a un Murlap dans le premier qui s'échappe Ah, de je sais pas. Oui. la valise. C'est le Murlap qui mord Jacob. Consommés après avoir été conservés dans de la saumure, ces tentacules permettent de résister aux sorts et maléfices, bien qu'une ingestion excessive puisse provoquer l'apparition dans les oreilles de poils violets. Il est également possible, plutôt que de les ingérer, de filtrer le liquide dans lequel ils ont été conservés afin de soigner des blessures magiques. Ce liquide jaune est appelé l'essence de Murlap. Et c'est aussi des ingrédients pour la potion du Felix Felicis. Ouais. Et encore une fois, c'est pas très vegan, les potions sorcières. Bah, pas avec les créatures fantastiques et les animaux, oui, c'est vrai, de façon générale. Parce que je pense pas que les tentacules, on les enlève sans douleur au petit Murlap. Ouais. Bon alors tout ça, l'essence de Murlap, c'est pas très sexy, mais en tout cas, ça soulage la douleur. Harry trempe sa main dedans et sent un véritable apaisement, en plus de la ronron-thérapie de Patinron. Et c'est là que la conversation importante démarre. Et oui, ils l'ont pas attendu pour rien. Ron dit qu'il faudrait prévenir McGonagall de ce que fait Ombrage. Mais Harry refuse catégoriquement. Il est persuadé qu'Ombrage réussirait à tourner la situation en sa faveur, par exemple avec un nouveau décret. C'est alors qu'Hermione se lance. Les cours de défense prodigués par Ombrage ne servent à rien. Les élèves sont en danger, et si vous savez qui revient vraiment, ils sont foutus. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent apprendre par eux-mêmes. Il leur faut un professeur,
Et ce professeur, ce doit être Harry. Harry se tourne vers Ron en pensant trouver son meilleur ami avec un air exaspéré, comme lorsqu'Hermione s'est lancée dans son projet de la SLE, mais pas du tout. Ron a l'air de soutenir l'idée. Du coup, on a parlé un peu trop vite de Ron quand même tout à l'heure. C'est marrant parce que justement, cette scène juste avant où Ron prend le parti de Harry en mode ouais, c'est vrai, McGonagall, elle abuse de t'enlever des points et tout. En fait, ça montre que Ron, il est sincère et il va suivre Harry. Et là, en fait, il est exactement dans la même posture, mais des fois, il sait aussi pas aller dans le sens de Harry quand il le juge bon. En fait, et là, en plus, c'est dit qu'il se concentre, il réfléchit à ce que vient de dire Hermione. Et là, en mode, bah ouais, en fait, c'est clairement une bonne idée. Donc, ça légitimise encore plus, je trouve, l'approbation de Ron, sachant que en temps normal, il a plutôt tendance à prendre le parti de son meilleur ami, quoi. Non, mais même s'il réfléchit, je pense qu'ils ont une petite conversation avec Hermione aussi, comme quoi il fallait faire une petite intervention pour Harry, quoi. Bah là, je crois pas, parce que j'ai l'impression vraiment que l'annonce, elle arrive. C'est une surprise pour Ron. Parce Oui, qu'il peut-être il ça, réfléchit mais, à l'info, là, tu sais, il est là, il peut- processe, quoi. Mais peut-être qu'avant son arrivée, ils se sont dit, bon, on va l'attendre, il faut peut-être qu'on parle, qu'il peut pas continuer à subir les Ah revenus oui. sans en parler à personne, quoi. Oui. Mais je pense que cette idée, par contre, Oui. de cours, là, ça vient du cerveau incroyable d'Hermione. Donc Hermione, elle est très sérieuse. Et pour appuyer son idée, elle lui rappelle tout ce que Harry a accompli, la pierre philosophale, le basilic, les détraqueurs, le tournoi des 3 sorciers, etc., etc. Elle le considère comme le seul élève de Poudlard qui ait une véritable expérience du combat. Alors, Harry, lui, devant ses réponses, moi je pense qu'il a un petit syndrome de l'imposteur, parce que en fait, à chaque fois, il reprend les exploits, et à chaque fois, il trouve des excuses pour amoindrir ses exploits, comme quoi il a eu de Ouais. l'aide, il a eu de la chance. Je pense qu'il se rend pas compte de tout ce qu'il a accompli pour son âge, en fait. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il a raison. Parce que c'est vrai que des fois, de le présenter comme ça, il passe pour le héros. Et Harry se sent pas héros. Ouais, mais bien sûr que c'est un héros, parce que la majorité des personnes, soit ils auraient été dans le déni, ils auraient fui, ils Oui. auraient pas confronté des adultes cherchant à mettre en application des plans Oui. diaboliques, quoi. Ouais. Pour lui, rien de tout ça ne fait de lui un bon prof. Il est convaincu qu'il n'a fait que survivre par chance et avec beaucoup d'aide, ce qui fait ricaner ses 2 amis. Mais ce qui ressort, c'est sa culpabilité aussi. Il finit par craquer, par crier que pourquoi lui il est vivant et pourquoi pas Cédric. Évidemment, on le connaît, il est rempli de colère, de douleur, et il vide son sac devant ses 2 meilleurs amis. Il balance qu'ils ne savent pas ce que ça fait et que c'est facile pour eux de l'idéaliser, et il leur demande d'arrêter de rigoler. Et dans sa rage, en se levant, il casse le bol de Murlap sans s'en rendre compte. Et il leur hurle tout ce qu'il a sur le cœur, toute la peur, toute la souffrance, toute l'injustice qu'il ressent depuis le cimetière. Hermione, bien que terrifiée, lui répond calmement que c'est justement pour ça qu'ils ont besoin de lui, parce qu'il a affronté le pire et qu'il en est revenu. Et là, elle fait un truc qu'elle n'avait jamais fait avant, elle prononce le nom de Voldemort. Ça, c'est super fort. Harry, du coup, il est secoué et ça le calme. Le douleur à sa main commence à nouveau à se faire sentir, et du coup, il regrette amèrement d'avoir fait tomber le bol de Murlap. Hermione lui demande alors de réfléchir à leur discussion. Sur ce, elle part se coucher, Ron également. Harry, lui dit qu'il le suit dans 1 minute, le temps de nettoyer le bol cassé avec un réparo. Bien que le bol soit réparé, l'essence de Murlap est perdue. Dommage pour sa main. La fatigue d'Harry est telle qu'il hésite à dormir sur le fauteuil, mais suit malgré tout son meilleur ami dans l'escalier. Je trouve ça hyper fort, tout le monologue là de Harry. Et justement, bah, ça revient à ce qu'on disait. Ça en dit long sur comment lui, il se voit. Et c'est vrai que, par exemple, la critique qu'on fait souvent de Harry en tant que personnage, de « Ah, il se prend pour le héros, il veut sauver le monde, etc. » Mais en fait, tu vois qu'au fond de lui, c'est tout l'inverse. Alors oui, en fait, c'est une tête brûlée de Gryffondor et que dès lors qu'il entend qu'un de ses amis est en danger, il va pas trop réfléchir, il va foncer tête baissée. Donc oui. Mais là, on voit bien que, par exemple, quand il s'agit de lui-même et de la réputation qui l'entoure, il aime pas qu'on voit ou qu'on retienne de lui une figure héroïque. Et ça en dit long quand même sur son humilité, tu vois. Le fait de dire, bah non, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que
En fait, sur le moment, quand t'as Voldemort face à toi, tu te focalises sur le moindre petit détail. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu de l'aide. Alors oui, je me suis peut-être focalisé sur les bonnes choses, mais c'est tout un tas de circonstances qui font que je suis encore vivant aujourd'hui et que Cédric l'est pas. Mais ça tient pas à un éventuel héroïsme de ma part. Mais il n'arrive pas à se rendre compte que la plupart seraient morts à l'heure qu'il est, quoi. Oui, c'est vrai, mais il a raison aussi. Enfin, je le trouve très mature à ce moment-là aussi dans sa manière qu'il a de parler de Cédric. Il leur dit, en fait, si on suit bêtement le discours de je suis le plus à même d'enseigner parce que je suis un héros, en fait, ça revient à dire que Cédric, il était nul. Et Après, elle place pas le mot héros. Non, Elle dit, justement, c'est parce que t'as vécu tout ça que t'es la personne la mieux placée. Mais ça vient après. Ça vient après sa colère. Et sa colère, elle est légitime, encore une fois. Là. C'est pour ça, redorer le blason de Harry dans le tome 5. Il a raison de pousser ce coup de gueule parce que Hermione et Ron le présentent de manière un peu simple. Et en plus, ils se moquent de lui, tu vois. En mode, ah, c'est bon, arrête de faire l'anti-héros et tout. Et il dit, mais non. Parce qu'en fait, si on s'arrête à ce discours-là, en fait, ça veut dire que Cédric, il est mort parce que il était moins bon que moi. Or, c'est faux, en fait. C'est faux. Il est pas mort parce qu'il était moins bon que moi, c'est parce qu'il a eu moins de chance que moi. On lui a pas donné l'occasion de survivre aussi à Cédric. Il a pas eu le temps de faire ouf qu'il recevait déjà un Avada. Et effectivement, lui, après, ce qu'il peut apporter, c'est ce qu'il dit et c'est ce que confirme Hermione, effectivement, c'est que c'est l'expérience, en fait. Il a fait l'expérience du mal. Il sait ce que c'est d'être en danger de mort et de devoir lutter pour sa vie. Et ça, c'est pas le cas de tous les autres élèves. Et encore moins, là, cette année, avec cette professeure Ombrage qui leur fait lire des chapitres en cours, quoi. Donc, ouais. Donc, la nuit, évidemment, les rêves reviennent. Toujours ces longs couloirs, ces portes fermées. Et à son réveil, les picotements de sa cicatrice sont toujours là. Comme un avertissement que le danger est omniprésent. Eh bien, merci Marina pour ce chapitre 15. Merci Jérémy. Merci Léa de nous avoir accompagnés. Tout va bien, Léa? Merci Jérémy et Marina pour l'invitation. Il faut qu'on arrête de faire ça peut-être. Hein. Mais pourquoi de dire merci? En fait, à chaque fois, je nous visualise à croiser les mains puis à serrer les mains comme ça. Merci. Ouais, oh non, je trouve ça sympa. Ouais, c'est sympa. Je remercier. Ouais. Bon, bah comme d'habitude, hein, il est l'heure de choisir le personnage qui nous a le plus marqué. Et puis j'ai mon renommage de chapitre. Et Marina, en plus, a un renommage pour tout à l'heure, donc c'est cool. On commence par... J'ai trouvé à 4h du matin, donc il est peut-être pas très bon. Alors, est-ce qu'il y a un personnage qui nous a le plus marqué Je pense qu'on a le même. Léa, est-ce que tu veux commencer? J'aurais aimé dire Fred et George, vu que c'est mes chouchous et que pour moi, dès qu'ils apparaissent, ça y est. Mais non, mais McGonagall. Je pense qu'on a tous le même. Ouais, j'ai choisi McGo aussi. Oui, on est d'accord. Même si dans ce chapitre, ils sont tous GOAT. Ils sont tous à leur prime, je trouve. Ron, c'est un bon pote. Hermione... Ouais, sauf Angelina, elle a pas trop maîtrisé. Oui. Non, mais quand je dis tous... Mais oui, McGonagall, quoi. McGonagall. Évidemment. Et puis, en plus, j'aime bien le fait que Ron, il tease un peu le truc en mode non, mais j'ai trop hâte. Si Ombrage va inspecter les profs, j'ai trop hâte que ça arrive avec McGonagall et ça arrive et c'est offert au lecteur. Et je pense qu'il n'a pas été déçu. Non. Alors, le renommage, est-ce que tu t'es prêté au jeu, Léa, de ce renommage? C'est pas forcément évident. Hein. J'ai essayé, mais là, c'est vrai que autant des fois, j'ai quelque chose de tout trouvé. Là, moi, je m'étais même dit, mais à la fin du tome, ça serait rigolo de faire un renommage de livre. Parce que là, pour celui-là, j'en ai un tout trouvé. Mais moi, à la limite, le seul truc qui m'est venu en lisant le chapitre, c'est Harry Potter, chapitre 15, des rêves au cauchemar. Parce que au début du chapitre, donc, on est sur le cours de Trelawney qui parle des rêves et ça tourne clairement au cauchemar pour notre pauvre Trelawney. C'est le moment où on a un petit peu de pitié pour elle. J'aime bien. Et du coup, toi, Marina, ton renommage de il est sérieux. Ouais. C'est l'essence de la rébellion. Oh. Essence Murlap, rébellion avec les prémices de l'armée de Dumbledore. Ouais, joli. En référence à la fin. Incroyable. Bah moi, il est sérieux aussi. Ça sera... ouais, voilà. Eh ben. Ça sera Harry Potter et l'Ordre du Phénix chapitre 15, le loup dans la bergerie. Parce que c'est un peu ça, c'est on lâche les chevaux avec Ombrage avec son rôle de grande inquisitrice. Ça y est, quoi. Elle est libre et elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, je trouve que l'image du loup dans la bergerie, ça colle plutôt bien à cette Ombrage qui devient grande inquisitrice à Poudlard. On nous souligne la poésie de nos renommages et je pense qu'on peut s'applaudir, effectivement.
Allez, c'est maintenant. On va vous applaudir, vos messages que vous nous avez envoyés dans la volière. C'est parti. Avec un premier hibou sonore, on écoute Clément. Bonjour la fréquence 9 quarts. Alors, déjà, je voudrais vous dire que votre podcast, c'est génial. Et je voulais savoir, à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour créer un sortilège? J'espère que je passe dans la prochaine volière. Merci. Merci Clément. Eh ben écoute, tu passes dans la volière, c'est incroyable. Un coucou au passage à la maman, parce que c'est sur le compte Instagram de la maman qui s'appelle Caroline. Merci à la maman de permettre à Clément de nous envoyer cette question. Alors, comment on fait pour créer un sortilège? C'est une question qui revient souvent aussi par écrit, en commentaire, etc. Malheureusement, on n'a pas d'informations canon, il n'y a pas eu de Pottermore ni quoi que ce soit sur la façon de créer un sortilège. Mais il y a pas mal de fans, du coup, qui ont théorisé sur ce sujet. Dans l'histoire, on sait que Rogue, il a créé des sortilèges par lui-même. Les exemples, c'est Sectus Sempra, Livicorpus, Blocklang et Assurdiato. Je crois que j'en oublie pas. On sait que c'est lui qui les a créés. Alors, comment il a fait? C'est là où on théorise. Moi, personnellement, j'aime bien la théorie que ça implique plusieurs domaines, et notamment de l'alchimie, peut-être même des rituels en tout genre. On peut s'imaginer plein de choses. Il y en a aussi des fans qui ont évoqué le côté de la langue, en fait, parce que les sortilèges sont souvent en latin, donc ça demande peut-être une maîtrise de la langue, voire même de la poésie. Donc voilà, moi, je pense que c'est un mélange de plein de choses, de plein de domaines, et ça dépend aussi de la magie qu'on veut créer. Et dans certaines histoires, dans certaines autres sagas ou romans, les sorciers, en fait, ils tissent en quelque sorte des liens magiques pour créer des sorts. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des histoires comme ça. Il y a une série sur Netflix, A Discovery of Witches, où justement, elle crée des sorts en tissant des liens magiques. Et j'ai lu ça aussi dans un autre roman, je sais plus quel roman. Bah, il y a dans Force Wings et je sais plus dans quel autre roman. Enfin, ça revient souvent dans certains romans où il y a de la sorcellerie, où en fait, elle tisse, en fait. Bah, moi, ce qui me fascine, et c'est un débat que... c'est peut-être le débat le plus profond qu'on peut avoir sur le monde magique. Et du coup, on l'a déjà évoqué, mais... Ce débat profond en fréquence. Oh. Bah oui, si, on en a déjà eu. Ah mais ouais. en fait, pour savoir comment les sortilèges sont créés, ça revient à se demander d'où vient la magie. Et c'est là où ça devient philosophique comme débat. C'est quoi la magie? D'où ça vient? Et moi, je trouve qu'il y a deux théories, deux tendances possibles, deux directions qu'on peut prendre. Soit la magie, elle provient des sorciers d'eux-mêmes, et elle est donc en évolution constante. Ce sont les sorciers qui façonnent la magie au fil de leurs exploits. En gros, vous voyez, la magie qui sort des humains, qui sort des sorciers. Ou alors, la magie, elle est extérieure, c'est une loi immuable, comme, je sais pas, la loi de la physique, par exemple. Et donc, les sorciers, en fait, ils n'apprennent que à maîtriser une loi qui existe autour d'eux. Ils apprennent à la maîtriser au fil de leur découverte, qui impliquerait, par exemple, que les formules, par exemple, latines, dont je faisais mention, en fait, ça serait qu'une variante possible, qu'une façon possible, une alternative de découvrir la magie et de l'utiliser. Mais il y a peut-être d'autres façons, d'autres mots, d'autres langages qui permettent d'accéder à la loi magique. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, j'aime bien cette deuxième théorie. Que la magie, elle est préexistante aux sorciers, elle est là, elle est comme une entité. Et en fait, bah ouais, au gré des découvertes, en fait, on va apprendre à la maîtriser, on va apprendre de tout ce qu'on peut faire grâce à la magie. Et j'aime bien. Parce que du coup, ça aussi, ça implique que selon sa culture, on va la découvrir autrement, on va avoir une approche différente de la magie. J'aime bien ça. Je pense qu'on a un petit élément de réponse, dans Hogwarts Legacy, parce qu'on a, vous l'avez croisé, le professeur Fig, qui est professeur de théorie magique. Et Oui. pour moi, en fait, dans son cours, eh ben, c'est justement un peu de tout ça. C'est la réflexion autour de ben, d'où vient la magie, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on maîtrise la magie, comment créer un sort en fonction des cultures et tout ça. Et il y a une petite indication aussi, pour même citer le personnage, il y a Cressida Bloom dans Hogwarts Legacy. Je sais pas si vous l'avez vu passer, elle offre une petite quête secondaire où on doit aller chercher des livres, pour elle.
Elle a voulu créer un sort. C'est un peu une Hermione dans Hogwarts Legacy. Elle était toujours fourrée à la bibliothèque, toujours avec plein de livres sur elle. Et elle a voulu créer un sort pour alléger le poids de ses livres et qu'ils s'arrêtent d'être lourds. Pour la citer, Ah j'ai oui, dû oui. utiliser le mot latin pour plume à la Oui. place du mot oiseau dans mon incantation. Ouais. Donc, comme quoi, il y a un petit côté de créer des sorts avec des bases latines ou en fonction des cultures. Parce qu'on sait qu'il y a de la magie aussi, une école africaine et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas en fonction des langages? Je pense pas qu'en Afrique, ils parlent beaucoup le latin. Donc, ça doit venir de plein de choses et plein de choses qui sont vues dans ces cours de théorie magique qu'on retrouve pas dans Harry Potter, mais dans Hogwarts Legacy. Ouais, j'aime bien cette idée que finalement le latin, ça soit une des alternatives possibles pour créer des sortilèges et découvrir de nouvelles magies. Mais ça serait quand même assez dommage et comment on dit, ethnocentrique, je crois, de penser que bah, tout le monde en fait doit obéir. Ethnocentré. Ethnocentré, ouais, peut-être. Parce qu'effectivement, on parle pas le latin partout dans le monde, quoi, alors que la magie est présente bah, ouais, partout. Donc, ouais, j'aime bien cette idée. Et effectivement, je me souviens de cette quête. Les livres, faut aller les chercher dans la bibliothèque, me semble-t-il. Oui, Ouais. ils sont en train de voler dans la bibliothèque. Elle voulait les alléger, elle les a fait voler. Il y a Ouais. pas une autre quête avec elle? Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas d'avoir fait une quête comme Ouais, ça je sais avec pas. elle. Non, pour moi, c'est la seule quête qu'il y a avec elle. Après, tout dépend de ce que tu choisis. À la fin, parmi les livres que tu récupères, il y a son journal intime où dedans, elle pourrit absolument tout le monde. Tout le monde y passe. En vrai, elle est un peu vilaine, mais toutes ses mauvaises réflexions, elle les note dans son bouquin. Et tu choisis soit tu lui rends sans plus, soit tu lui rends, mais en échange de quelque chose, soit tu lui rends pas, tout Ouais. simplement. Et après, tu la retrouves de manière hasardeuse, et soit elle te pourrit, soit elle te glorifie, selon le choix que tu as fait. Et soit dit en passant, je trouve que ce cours de théorie de la magie, ça manque dans les livres. Pour moi, c'est presque une évidence que ça doit exister. Alors oui, ils sont sorciers, oui, ils apprennent la magie, mais je trouve ça ultra important qu'il y ait des chercheurs sorciers qui se sont posé la question, mais pourquoi on est sorcier, d'où vient la magie, et ensuite bah, de l'enseigner en fait, tout simplement aux élèves de Poudlard, d'avoir en fait de la philosophie. Ouais, c'est leur philosophie à eux en fait, et c'est tellement important. Et c'est un bel ajout, je trouve, dans le lore Hogwarts Legacy. Nous passons au hibou sonore de Selim. Salut Jérémy, salut Marina et big up à l'invité. Je viens de finir l'épisode du chapitre sur l'introduction de Luna et pendant cet épisode vous débattiez sur les sorciers et le sport, comment ils se dépensent, quel est leur niveau de sédentarité. Et en fait pour ça j'ai une théorie que je voulais vous partager. Bien que la baguette elle choisit son sorcier, elle ne reste que son outil, toute la magie vient de lui à part ça. Et je pense pas qu'on puisse user de magie sans en payer un prix, aussi petit soit-il. Donc voilà, pour moi, faire usage de magie consomme tout simplement leur énergie calorique, pas vitale, hein, parce que sinon un sort trop puissant tuerait le sorcier. Et je préfère me dire qu'il serait au pire épuisé après un gros sortilège. Après, c'est vrai que tout au long de la saga, cette théorie ne se confirme pas trop. Ils sont rarement fatigués après un sortilège. Cependant, on le constate une fois quand même au moment où Harry apprend le Patronus. Après son sort, il est très fatigué et Lupin lui fait manger un chocolat. Du coup, voilà, faire de la magie maintient leur forme physique. J'aime bien cette théorie parce que ça met une limite naturelle à l'usage de la magie et ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas en abuser. Par exemple, pour aller chercher la télécommande, le fameux exemple que vous disiez dans l'épisode, ils feront peut-être pas Axio télécommande parce que ça peut être potentiellement plus épuisant que de se lever pour aller la chercher. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si cette théorie existe déjà. Voilà. Bonne continuation. Merci Selim pour ton hibou. Alors moi je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je pense que ça puise de l'énergie peut-être calorique. Ça demande un effort selon le sort, mais je pense aussi vital. Je pense par exemple à la magie noire. Enfin, je vais directement à l'extrême. Parce qu'on voit bien que, par exemple, Voldemort, il puise tellement dans la magie noire que finalement, ça finit par le détruire et le transformer. Après, là, il divise son âme aussi. Oui, bah oui, mais ça reste de la magie. Ouais. Je pense aussi que ta qualité de ta magie dépend aussi de ta forme physique, de ta forme mentale.
Ouais. Parce que en fait, ça puise ton énergie vitale forcément. Et comme l'a dit McGonagall pour le cours de métamorphose avec le sortilège de disparition, il faut être très concentré. Donc en fait, je pense que incidemment, quand ça demande une concentration, ça demande de l'énergie calorique, comme tu dis, Célim, parce que on sait très bien que par exemple, quand on est en partiel ou autre, quand le fait de réfléchir, ça dépense des calories, mais aussi de l'énergie vitale en fait. Ton sortilège, si t'es pas bien aligné avec tes intentions, en fait, ça fait foirer ton sortilège. Donc je pense que oui, pas tous les sortilèges, mais certains sortilèges qui demandent particulièrement de concentration a une incidence sur ta forme physique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais les sortilèges puissants surtout. Le Patronus aussi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit sur certains sortilèges importants, que les sorciers, ils sont vidés de leur énergie. Ouais, les Patronus, c'est un bon exemple. Après, je pense que des sortilèges plus simples, c'est tellement minime que ça se ressent pas. C'est pour ça, par exemple, le Axio télécommande. Oui, ça pour le coup, ça puise pas dans ta force vitale. Je pense que... Enfin, après, tu me diras, même te lever pour aller chercher la télécommande quand elle est à 2 mètres de toi, ça te demande pas non plus un gros effort. Donc voilà, je pense qu'on est sur... ça dépend vraiment de la magie que tu produis. Mais le fait est que, on le voit bien sur certains sortilèges, ça demande de la concentration, de l'effort physique. Et bien, je pense que c'est une vérité générale, en fait, sur toute pratique de la magie, mais à des échelles incomparables entre les sortilèges. Voilà. Ah, mais imaginez, vous venez de vous installer dans votre canapé après une longue journée, vous êtes bien posé, et puis là, vous voyez que la télécommande, elle est pas du tout là, elle est sur le meuble TV 2 mètres. Oh, ouais, Axio télécommande, allez, c'est bon. Après, le sport, mine de rien, moi, le Quidditch, j'ai toujours vu comme. Je pense que c'est. Comment dire ça doit bien travailler le corps quand même, parce que moi, je Ah le vois oui, un peu oui. comme de Ah bah l'équitation, oui, 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 du oui, gainage oui. hein, Le pour tenir Quidditch, sur un ouais. balai. Ah, clairement, Et hein, c'est puis, ultra physique, je pense. Hein. et puis rien que de trotter dans Poudlard, hein, nom de Dieu. Ouais, ouais, ça c'est clair. Quand on est chez Trelawney, qu'il faut aller à l'autre bout de, de Poudlard pour le prochain cours, non, mais je comprends pourquoi les élèves sont en bonne forme physique. C'est intéressant l'idée que la magie aussi, ça joue sur le métabolisme des sorciers Bah et oui. que globalement, en plus on le voit, ils vivent plus longtemps. Ça leur apporte une énergie supplémentaire. J'aime bien cette idée aussi. Est-ce que tous vivent plus longtemps? Non, pas tous, il y en a Hmm. qui meurent, mais les très grands sorciers vivent très longtemps quand même. Donc c'est bien un indicateur aussi. Cependant, on a bien aimé ce petit ajout dans le hibou. Et ben cependant, on passe au hibou sonore prochain. Il nous a été envoyé par Emma. Salut Marina et Jérémy, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour votre podcast, je le trouve incroyable. Je vous ai découvert il y a pas très longtemps et donc j'écoute tous vos épisodes les uns après les autres et vous m'accompagnez au quotidien en ce moment. En vous écoutant, j'ai des questions qui me sont venues notamment autour des vifs d'or. On sait que les vifs d'or sont capables de reconnaître la première personne qui les a attrapés. Avec le vif d'or qui reste à proximité d'Harry dans le tome 7, on a notion qu'ils sont moins capables de s'échapper. Et donc, ça m'interroge sur le fait qu'il faille un nouveau vif d'or pour chaque match. Je me dis que ça doit coûter très cher à l'école. Et aussi, je me demande comment ils font pour les entraînements, parce que si les vifs d'or ne sont plus capables de s'échapper, eh ben, l'entraînement semble très facile par rapport au match réel. En plus de ça, je me dis que Dumbledore a pour le coup énormément anticipé, parce que il a gardé le tout premier vif d'or pour le redonner à Harry à la fin et lui transmettre quelque chose. On sait qu'il anticipe beaucoup de choses, mais c'est quand même énorme. Pour terminer, je voudrais vous parler de mon mémoire de fin d'études qui s'intitule Le miroir manquant. Je ne traite absolument pas d'Harry Potter à l'intérieur, mais mine de rien, il y a une petite référence puisque c'est le titre d'un chapitre du dernier tome. Voilà, à bientôt j'espère. Merci Emma. Alors Emma, pardon, Emma. Alors, est-ce qu'il faut un vif d'or à chaque match? Alors, ce que je dirais, c'est que vraiment ce qu'on sait, c'est que les vifs d'or, ils ont donc une mémoire tactile qui permet de désigner la première personne à l'avoir touché. Ça a été mis en place en fait pour savoir en cas de contestation, quand ça se passe pas bien. C'est un peu une espèce de VAR, comme on dit, de VAR dans le sport. Hein. C'est le vif d'or qui va dire voilà, c'est scientifique, c'est mathématique, c'est lui qui m'a touché le premier. Donc c'est lui le gagnant, plutôt qui m'a attrapé le premier, on va dire. Et l'exemple du leg du premier vif d'or que Harry a attrapé, ça semble effectivement suggérer que les vifs d'or, en fait, ils sont à usage unique. Alors, soit ils sont à usage unique, donc du coup, ils ne servent que sur un seul match, ou bien ils peuvent être redémarrés, peut-être. C'est-à-dire que en temps normal, on va mettre Harry Potter de côté. Mais en temps normal,
il y a le match, il y a le vif d'or, il a attrapé. S'il n'y a pas de contestation, il y a un petit bouton reboot, je sais pas, un sortilège. Et puis pouf, on peut le réutiliser sur un autre match. Je pense que c'est plus ça. Mais si on ne touche pas à ça, le vif d'or garde sa mémoire, en fait. J'imagine bien le sort un petit sort de réinitialisation. Parce que imaginez, il n'y a pas du Quidditch qu'à Poudlard, c'est un peu comme nous le foot. Il y a des matchs de club, il y a des entraînements. Imaginez le nombre de vifs d'or qui doivent s'accumuler quelque part dans un placard, s'il en faut un nouveau à chaque fois. Non, pour moi, il y a soit directement un bouton reboot, soit un sortilège qui du style d'oubliette. Que des balles neuves comme au tennis, par exemple. Je pense que Dumbledore l'a gardé parce que il est un peu, comment dire, pour lui, Harry Potter, dès le départ, c'est un pion. Il s'est dit, tiens, un vif d'or qui contient la bave d'Harry. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me servir dans mon plan. Ouais, au cas où. Au cas où. Moi, je pense que c'est ça aussi. Il a peut-être demandé à Madame Bibine, vous mettez ça de côté, s'il vous plaît, Madame Bibine, on va pas le réinitialiser celui-là. Sans savoir, je pense, pourquoi il allait l'utiliser à la fin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous passons au dernier hibou sonore, celui de Damien. Salut la fréquence, c'est Damien. Bon, tout d'abord, on vous adore avec ma femme, on vous écoute depuis 3 ans, on est complètement fans. Bon rétablissement à toi Marina. Maintenant, question qui nous turlupine l'esprit. Ginny est devenue possédée, bête, parce qu'elle était en lien avec un Horcrux qui était le journal de Jedusor. Ron est devenu mauvais, méchant quand il était en lien avec l'Horcrux dans le dernier livre. Est-ce que les Dursley seraient tout simplement pas devenus complètement débiles parce qu'Harry était lui-même un Horcrux? On aimerait votre avis là-dessus. À plus tard, salut. Merci Damien pour ton hibou et puis d'être fan de notre podcast avec ta femme, c'est trop gentil, ça nous fait toujours plaisir. C'est une question qui revient tout le temps et donc du coup on la remet de temps en temps. Mais moi j'ai une réponse bien tranchée sur ça. Moi je pense pas que le fait qu'Harry soit au final un Horcrux ait un impact sur son entourage, notamment sur les Dursley, parce que sinon tous les proches d'Harry seraient impactés en fait. Exactement. De plus, on sait que Pétunia, elle était déjà exécrable en étant jeune avec Lily, en plus du fait de sa jalousie envers elle quand elle a été admise à Poudlard. Vernon, il semble aussi toujours avoir été un homme plein de préjugés, même avant d'accueillir Harry, puisqu'on l'a bien vu juger les sorciers qui ont fêté la chute de Dumbledore alors qu'il n'avait pas encore accueilli le neveu de sa femme ce jour-là, en fait. Et pour Dudley, malheureusement, il est la conséquence de l'éducation donnée par ses deux parents, et on va voir que quand il va prendre son indépendance, il va commencer à changer de comportement. Par exemple, Ginny, je pense qu'elle avait un lien direct avec le journal parce qu'en fait, elle se confiait à lui. Donc, il se nourrissait en fait de ses émotions et de ses confidences. Et puis lui, Ron, il portait le médaillon à même sa peau. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été impactés directement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, parce que de toute façon, les Dursley, de toute façon, c'est le premier chapitre de Harry Potter. Les premiers personnages que l'on rencontre, c'est les Dursley. Et dès les premières pages, ils sont décrits comme des personnes abominables, bien avant que Harry débarque dans leur vie. Donc ça, en soi, ça change rien. Et même là, j'ai vu récemment les films, donc j'ai bien l'image en tête, où Harry il commence à moitié à péter un plomb. Hermione lui dit le médaillon, tu le retires. Et dès le moment où il a plus le médaillon sur lui, ah bah là, ça va mieux. Mais le médaillon, il est toujours à côté. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment la proximité directe avec un Horcrux qui joue avec les émotions et l'état d'être, pas forcément une présence à 2 mètres, quoi. Puis j'apporterai une autre nuance aussi, c'est que Harry est pas un Horcrux comme les autres. C'est-à-dire que déjà c'est un être humain. Et puis, à proprement parler, il n'est pas vraiment un Horcrux. On sait qu'il y a un procédé de magie noire qui permet de créer un Horcrux. Alors ça, Voldemort l'a fait à plusieurs reprises. Mais en ce qui concerne Harry, c'est juste une part de son âme qui s'est déchirée en tuant Lily et qui a cherché en fait un être vivant pour trouver une enveloppe et qui en fait est tombé sur Harry qui était le seul être vivant de la pièce, quoi. Et c'est en théorie, effectivement, il a un fragment d'âme de Voldemort, donc il est une espèce d'Horcrux, mais pas tout à fait non plus, quoi. Il est unique au monde, quoi. Et puis le premier impacté, ça serait lui aussi, je pense. Bah c'est ça, et il l'est. Et dans tout ce tome 5, justement, c'est un débat à chaque fois de savoir, tiens, est-ce que les poussées de colère de Harry, quel est l'impact du fragment d'âme de Voldemort en lui qui joue là-dessus, ça a forcément mais il une aurait eu ça responsabilité. depuis son enfance.
Oui, c'est sûr, mais le fait que Voldemort soit revenu, peut-être que ça réveille aussi ce bout d'âme qu'il a en lui. Enfin, mais voilà, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent sur lui et sur tous les autres Horcruxes de Voldemort. Mais de toute façon, effectivement, pour répondre comme vous l'avez fait à la théorie selon laquelle les Dursley seraient affectés par Harry, non, effectivement, ça tient pas. Et les deux principaux indices, ce sont Ron et Hermione. Enfin, je veux dire, si vraiment c'était vrai, Ron et Hermione seraient horribles. Ils sont tout le temps avec Harry. Ron, il vit même dans le même dortoir. Il dorme à côté. C'est qu'ils partagent son dortoir. Oui, Ils passent leur nuit dans le même dortoir. Non. Ouais, Ginny qui fait bisous bisous. Enfin voilà, alors, ça marche pas, c'est cette histoire. Mais c'est quand même une théorie qui a la peau dure. Ouais, c'est vrai. Dursley sont vilains de base. Oui, voilà. C'est une théorie fort de café. Ouais. Exactement. Et voilà pour la volière sur cet épisode. Pour être diffusé sur une éventuelle future émission, on attend votre question vocale, hein, soit par message privé, Insta ou Messenger, ou bien par email à l'adresse en description. Essayez de faire 1 minute max, ça vous donnera plus de chance. Comme d'habitude, jetez un œil à la description, vous retrouverez les portes au loin vers nos réseaux sociaux, notre Discord pour papoter et tout le reste. Si vous découvrez notre podcast, sachez qu'il est accessible sur toutes les applis d'écoute et si vous aimez notre émission, n'oubliez pas de la noter avec plein d'étoiles et des petits commentaires. Avec Jérémy, on lit tout ce qu'on reçoit et ça nous fait toujours plaisir de lire vos réactions et d'avoir une petite idée de qui nous écoute. Si vous voulez échanger en direct, je fais un live par semaine sur la chaîne Twitch du Stream 9 3/4. Donc c'est le Stream 9 3/4 sur Twitch, voilà, c'est en plus du podcast. Ce sera un plaisir de vous voir dans le chat. Autrement, il y a une chaîne YouTube pour les replays. Et pour assister aux enregistrements en direct comme maintenant, c'est sur notre Patreon que ça se passe. Et oui, depuis le dernier chapitre, les patronus peuvent assister au direct en plus de l'accès aux after-shows et aux vidéos. Pour environ 4 galions par mois, vous débloquez tous les avantages et vous pouvez profiter de l'expérience complète de la fréquence. Les coulisses, où je prends la pause pipi, où je parle de ma vie. Vous verrez tout. Franchement, c'est... Voilà. C'est pépite. Non, je fais sortir. Ça vaut le coup. Et surtout, vous soutenez notre travail de podcasteur indépendant avec Jérémy. Donc, un grand merci à tous nos formidables patronus. Et notamment ceux qui nous regardent en live en ce moment même. Et enfin, pour candidater et nous rejoindre peut-être comme invité sur un futur épisode, il suffit de nous envoyer une vidéo ou un vocal de présentation de 2 minutes maximum à transmettre soit sur Discord en suivant les indications que vous retrouverez dans le salon La Volière, soit par email Moldu, ça marche aussi. C'est ce que tu as fait, Léa, d'ailleurs, l'année dernière, je crois. Et après quelques petits rappels de ta part, te voilà. En décembre. Décembre, tu vois. Décembre, janvier, par là. En fait, j'attendais d'avoir suffisamment avancé, parce que j'ai commencé à écouter vos podcasts en septembre, il y a 1 an. Ouais. Il y a 1 an, parce que je faisais un travail où j'étais femme de ménage à domicile et pendant mes heures de ménage, j'avais besoin d'une occupation un peu auditive et j'étais tombée sur votre podcast. De base, je suis pas du tout consommatrice de podcasts et quand vous avez commencé à inviter des auditeurs, Ouais. je m'étais dit: «Ah ouais, j'aimerais trop pouvoir parler enfin d'Harry Potter avec d'autres personnes qui s'y connaissent autant que moi». Mais je m'étais dit: «Je vais attendre d'avancer suffisamment pour connaître les dernières, le dernier déroulé». C'est rigolo parce que du coup, on a vu passer votre mariage, tout un Oui. peu en condensé, Le Covid, les tout ça. les différents déboires de Marina avec Sainte Mangouste. Ouais. Donc j'ai attendu d'être plus ou moins proche de la fin, pour envoyer ma petite candidature et puis parmi les invités, voilà, j'avais jamais entendu, un invité parler des jeux vidéo comme moi, je peux le faire. Je m'étais dit: «Bah, ça peut peut-être apporter un petit quelque chose». Et bah, tu as eu tout à fait raison, parce que ça sera le thème de l'after show. C'est vrai qu'on n'a jamais pour pensé Patreon. à aborder les jeux vidéo. Non, c'est vrai. Je pense qu'on n'a jamais eu aussi l'invité qui s'y prêtait. Ouais. Mais c'est le cas aujourd'hui avec toi. Ça va, t'as passé un bon moment? Ça valait le coup quand même d'attendre? Oui, mais oui, tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup il y a eu des moments où, en fait, j'ai oublié que j'étais avec vous. J'écoutais juste vraiment C'est réflexe de le plaisir d'écouter, comme d'habitude, quoi. Et puis de Oui, temps c'est en vrai temps, que je me t'as suis rappelée, pas je fais: «Ah mais tiens, je peux participer». t'as pas hurlé, parce que tu disais en test, des fois Non. je hurle, donc là je vais pouvoir le faire. T'as pas poussé ton coup de gueule. Non, non, non. Non, non, mais non, c'était un grand plaisir en tout cas d'être là. Plaisir partagé.
Et pour finir, on n'oublie pas de remercier, comme d'hab, les tipeurs qui nous soutiennent également depuis là-bas. C'est une autre façon d'aider la fréquence avec quelques galions et avec, pour contrepartie, d'être crédité à chaque fin de podcast. Waouh. Merci avec ma super prononciation. Ah, mais j'allais le dire à ta place. En plus. Oh, tu peux le faire si tu veux. Tu veux t'essayer? Merci à Corsetilo, Marinette, Kia, V-Spirit, B-Spike, Lucie, Aurélien, Pookie Pips, c'est la tonne. Ma prononciation. Erol, Sophie, Pamela, Val, Mogiwara, James et Chloé. Voilà. Quant à nous, on se retrouve en after show ou bien pour le prochain chapitre à venir. Il s'agira du chapitre 16 de l'Ordre du Phénix et qui aura pour titre À la tête de sanglier. On se donne rendez-vous là-bas et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt les amis, salut!